Bonsoir à tous les amis, comment allez-vous en ce dimanche soir, en cette fin de week-end? Écoutez, j'espère que vous, ça va super. Moi, je suis plus que ravi d'être avec vous ce soir, les amis. C'est juste génial. Voilà, un petit bout de temps que j'attendais ce petit live de Debunk Film. Donc sur le film de Steven Spielberg, il faut sauver le soldat Ryan. Voilà tous les amis, donc très très heureux d'être ce soir avec vous pour passer un bon petit moment en live là ce soir. Voilà, on va être là pendant plusieurs heures, un bon petit moment, à discuter autour bien, de cette œuvre, de ce chef-d'œuvre sorti en 1998 par DreamWorks. Donc, ouais, DreamWorks, les mêmes producteurs que Shrek, me semble, DreamWorks. Donc, vous avez bien entendu, hein, que Megamind, etc. Ouais, grosse boîte qui appartient en partie à Steven Spielberg, donc réalisateur de ce film, de ce magnifique film. Il faut sauver le soldat Ryan, les amis. Voilà, j'ai super hâte de vous retrouver sur ce live. Voilà, bien sûr, le live sera disponible en rediffusion, comme d'habitude, et comme sur tous les lives de la chaîne, bien évidemment. Voilà tout. Prenez votre meilleur plaid bien chaud, votre meilleure bouffe possible, des bonbons, tout ce que vous voulez, et puis une bonne boisson bien fraîche aussi, ou bien chaude, puisque c'est l'hiver les amis, il commence à faire bien froid. Et puis on va être tranquillement là ce soir. Voilà, le but c'est de débunker ce film, c'est-à-dire donc d'essayer de dire qu'est-ce qui est vrai dans ce film d'un point de vue historique, qu'est-ce qui est faux d'un point de vue historique dans ce film bien évidemment. Et bien sûr, encore une fois les amis, le but de ce concept de debunk film, donc bien sûr la chaîne Histoire and Pop, ce n'est pas du tout de casser les films, bien au contraire, même si ceux-ci ne sont pas très justes historiquement. Bien évidemment, le but c'est tout simplement d'essayer d'en tirer le vrai du faux pour que quand on regarde le film, on puisse se dire ah oui ça c'est vrai, ah ouais ça c'est faux, super. Et pourquoi ça c'est faux? Parce qu'il a voulu faire telle chose, parce qu'il a voulu faire telle chose, pourquoi ça c'est vrai, etc. Voilà, le but c'est se questionner les amis autour de tout ça, être informé autour de tout ça, voilà, et avoir le plaisir de re-regarder les films et de savoir que là on a une super version historique ou pas d'une certaine période de l'histoire. Et puis moi je vais vous proposer du coup à l'aide d'un petit support visuel qui j'espère vous plaira, à l'aide de photos et de vidéos, de discuter à propos de Il faut sauver le soldat Ryan. Donc un grand merci les amis, ça me fait plus que plaisir que vous soyez là à me soutenir dans mes lives, dans mon petit projet de plaisir, dans mon hobby, de vous faire partager l'histoire à travers la pop culture. Donc puisque c'est à ça que s'emploie la chaîne Histoire and Pop, moi-même Maël de la chaîne Histoire and Pop, voilà, en étant moi-même prof d'histoire, voilà, j'essaye de m'employer à ça, à vous partager ma passion tout en jouant, tout en utilisant la pop culture au général, donc que ce soit les pubs, les séries TV, les films, bien évidemment. Et c'est parti les amis, et donc, bienvenue dans ce live, donc Histo and Pop, Debunk Pop Culture, donc où on va parler de ce film donc qui se prénomme Il faut sauver le soldat Ryan en français. En anglais, son titre original, c'est donc Saving Private Ryan. Voilà, un film qui donc a été réalisé en 1998, donc ça fait déjà 26 ans. 26 ans maintenant. Donc, avec un cher monsieur que vous connaissez toutes et tous, j'imagine, au moins de nom, à la réalisation, puisqu'il s'agit de Steven Spielberg. Hein. Donc, le but était de réaliser un film donc, sur la Seconde Guerre mondiale, et qui traitait notamment d'un événement qui alors a été au cinéma, en tout cas, peu traité à l'époque, ou traité dans les grandes lignes du débarquement, mais pas centré comme ça sur le débarquement de Normandie, puisque il faut savoir, donc on va tout expliquer, tout le contexte après, mais que donc du coup, bien évidemment, le 6 juin 44, il y a eu un débarquement des forces alliées, c'est-à-dire donc des États-Unis, Canadiens, Anglais, tous les alliés de la France durant ce grand conflit mondial, la Deuxième Guerre mondiale, pour être précis, qui vont donc débarquer
sur eh bien, la côte nord, donc nord-ouest même disons, donc de la France, hein, en Normandie, pour eh bien, essayer de repousser les forces allemandes. Et donc, comme je vous le disais, ce film Il faut sauver le soldat Ryan, créé donc réalisé en 98, il vient s'inscrire dans les grands films de guerre et donc du coup il est l'un des pionniers dans ce genre de film là. Pourquoi? Parce que eh bien il va justement centrer, comme je vous le disais, sur un thème qu'on revoit pas forcément beaucoup au cinéma, en tout cas si précisément. On a beaucoup de films sur le débarquement en général, mais pas sur là, comme vous allez le voir, je l'explique juste après, eh bien une partie spécifique du débarquement et pas le débarquement en général, la Seconde Guerre mondiale en général. Là, c'est vraiment beaucoup plus spécifique, mais le but c'est de créer aussi un film donc avec beaucoup d'effets spéciaux et un film qui va tellement marquer les esprits que après lui, il va y avoir il va y avoir toute une série de films en fait de guerre et sur la Seconde Guerre mondiale notamment qui vont voir le jour, insufflés par ce magnifique film. Donc, il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg avec notamment aux manettes avec comme acteur principal Tom Hanks que vous connaissez peut-être ou au moins de nom. Donc voilà pour un petit descriptif donc de Saving Private Ryan qui est le nom du film en anglais. Voilà, et en fait le but c'était vraiment d'essayer de faire un film de guerre spectaculaire, quelque chose de jamais vu d'un point de vue artistique, d'un point de vue intensité d'image, de son, de spectacle, bien évidemment, mais incroyable. Mais est-ce que ce film c'est conforme à la réalité? Et c'est ça qu'on va essayer de débunker tout au long de ce live ce soir avec vous, les amis. Grande question qu'on va se poser, c'est ce film. Il est incroyable et vous allez voir pourquoi. Je vais vous l'expliquer. Mais est-ce qu'il colle vraiment à la réalité? Et Private Ryan, comme je vous l'ai dit, c'est un grand film pionnier et qui va se distinguer notamment par énormément donc de revenus d'un point de vue, alors bien sûr financier, mais également d'un point de vue nomination. Hein. Là, je vous l'ai fait apparaître toutes ici. Donc, vous voyez, 481 millions de dollars de recettes, vous imaginez. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, pour des grands films, Le Seigneur des Anneaux, le troisième, Le Retour du Roi, il me semble que c'est 600 millions de dollars de recettes et on parle du film qui a reçu le plus d'Oscars de toute l'histoire du cinéma. Donc vous voyez, on est à 200 millions près, à peine. Donc on est sur un gros film. Donc vous voyez déjà en termes de recettes, 481 millions de dollars de recettes, c'est absolument énorme. Hein. Alors je ne sais pas combien le film a coûté en frais en 98. 5 Oscars pour Sauver le soldat Ryan. Alors beaucoup d'Oscars d'un point de vue technique, donc des Oscars de la meilleure bande son, Oscars aussi par exemple donc des meilleurs effets spéciaux notamment dans les Oscars qui ont été vraiment attribués, dont ont été le lauréat le film. Mais par contre il y a eu 11 nominations, donc 11 Oscars potentiels, 5 sur 11, c'est vraiment génial, et 2 Golden Globes dont celui du meilleur réalisateur pour Steven Spielberg. En 2014 le film a été inscrit au National Film Registry, au NFR, pour être conservé parce qu'il a été qualifié de culturellement historique ou esthétiquement important, et en plus un Grammy Award pour un film, c'est joli, avec la meilleure musique de film durant l'année 99 puisqu'il sort en toute fin 98. Ce film donc de sauver le soldat Ryan. Et après 98, dans la décennie qui va suivre, dans les 10 ans qui vont suivre, il y a pas moins de 40 films sur les deux grands conflits mondiaux qui vont sortir, des grands films avec à gros budget, parce que vu comment a plu bien tout simplement sauver le soldat Ryan, bien tout le monde veut surfer sur cette vague de très bons films de guerre. Et quand on pense à classiques films américains de guerre, on peut se dire waouh, énormément d'effets spéciaux,
spéciaux too much de fou, beaucoup trop d'effets, beaucoup de moyens, mais c'est trop, c'est vraiment trop. Et là, non, justement, pour Il faut sauver le soldat Ryan, la volonté de Spielberg, ça a été vraiment de faire un classique, mais sans faire des caisses, donc avec des images d'archives et une intensité, voilà, différente dans les différentes scènes. Vous allez le voir, hein, à travers les vidéos, il y a vraiment un énorme travail qui a été fait. Voilà, il y a vraiment un souci du réalisme, hein. Donc je vous spoil un petit peu ce qui va venir après, mais il y a vraiment un souci du réalisme. Alors ça veut pas dire que il y a certaines choses qui ne sont pas fausses, attention les amis. Témoignages, des conseils de militaires, d'historiens, de vétérans de la Seconde Guerre mondiale et du débarquement de Normandie qui l'ont aidé à réaliser le film, plus l'armée irlandaise, parce que là dans les acteurs que vous voyez ici, il y a énormément de figurants qui sont des vrais soldats qui font réellement partie de l'armée irlandaise, donc à l'époque, donc de la fin des années 90, hein, et qui ont eu une formation spécifique en lien avec les pratiques armées de l'époque pour, eh bien, justement essayer de reproduire au mieux ces scènes de bataille. Et les acteurs ont même carrément, pour les grands acteurs, donc je pense par exemple à Tom Hanks, ont passé des tests militaires, des vrais tests de l'armée, style parcours du combattant, pour voilà, intégrer le film et être le plus à même de jouer un soldat qui débarque sur les plages de Normandie en ce 6 juin 1944, le jour J, le D-Day, comme l'appellent les Américains. Le film a été visionné d'abord, avant d'être transmis en salle, par des vétérans donc, du débarquement de Normandie et par des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, tout simplement. Suite à ces réponses, en fait, ces réponses d'un premier visionnage du film, eh bien, il y a carrément une ligne d'écoute, un numéro de téléphone qui a été passé au début de chaque séance de film, qui était une ligne d'écoute pour les vétérans, tellement que le film était pensé être réaliste pour les vétérans qui auraient un traumatisme en revoyant ces images. Vous imaginez donc le degré, la barre que essaye d'atteindre notre cher Steven Spielberg, qui s'affiche juste en bas ici avec ce petit effet. Vous avez vu, il y a du budget, hein. Il y a du budget sur la chaîne Histoire Pop, il y a du montage, il y a tout. Voilà, il y a vraiment une volonté de faire du réel, et un réalisateur qui participe donc à ce qu'on appelle le devoir de mémoire, ouais, l'effort de réalisme qui est fait. Voilà, et des deux côtés, en plus c'est très intéressant parce que souvent quand vous faites un film historique, il y a du réalisme qui est fait, alors souvent d'un seul côté. Par exemple, vous êtes sur un film américain, on va mettre l'accent sur la vraie histoire entre guillemets américaine, et par contre pour les ennemis, bon, on s'en fout, c'est les ennemis, ça passe crème. Non, justement là il y a vraiment un effort qui est fait des deux côtés, et ça c'est très 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 intéressant, et on va le voir à travers ce live, les amis. Vraiment un réalisateur qui participe au devoir de mémoire, ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Alors qu'est-ce que c'est le devoir de mémoire en histoire, les amis? C'est tout simplement le devoir, en fait, eh bien, de restituer les choses comme elles l'étaient, hein, d'un point de vue historique, et de faire transmettre aux jeunes générations de cette vision réaliste de la guerre et l'ampleur des dégâts, malheureusement, et l'horreur des combats, et voilà, les combats qui ont été menés par ces nations pour délivrer, eh bien, les forces alliées pendant cette Seconde Guerre mondiale, hein, qui en ont beaucoup bavé face aux forces de l'Axe. Or, si pour vous, eh bien, c'est vrai ou faux en fonction, eh bien, de ce que je vais vous énoncer. Donc vrai ou faux d'un point de vue historique, bien évidemment. Alors là, je vous ai mis déjà une photo du scénario avec le soldat Ryan, donc qui est présent et qui est joué par Matt Damon, qui joue donc le soldat Ryan, qui est un soldat de première classe, James Ryan. Vous avez énormément de gros acteurs, hein, Adam Goldberg qui joue un soldat de première classe, Mellish, Vin Diesel aussi qui est dans l'un de ses premiers gros rôles au cinéma, qui joue Caparzo, si vous avez vu le film, voilà, et qui n'est pas du tout dans l'acting Fast and Furious, très agréable à
à l'écran, là notre cher Caparzo, Tom Hanks bien évidemment qui joue le capitaine John H. Miller, Tom Sizemore, le sergent Michael Horvat, Edward Burns bien évidemment qui joue Rayburn, et puis bien évidemment, alors moi petit coup de cœur sur Barry Pepper qui joue Daniel Jackson, le sniper dans le film, si vous l'avez vu, voilà, qui est un super personnage. Et le scénario du film, je vais vous quand même, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais vous le raconter. En fait, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a donc le débarquement du 6 juin 1944, donc qui s'appelle l'opération Overlord, qui a réellement existé. En fait, donc une opération visée à justement essayer de prendre d'un côté, donc du côté ouest, en fait, si vous voulez, on le verra, on aura des cartes à l'appui tout à l'heure et tout, vous inquiétez pas, on va tout refaire. Et donc du coup, ces forces alliées vont tenter de reprendre par le bloc de l'ouest les forces du Troisième Reich, vont tenter de les repousser vers l'Allemagne, et en même temps, les Russes, de l'autre côté, eh bien, vont les prendre par l'est, et le but c'est de mener une opération la plus discrète possible. Ces forces donc qui vont prendre d'un côté, qui vont essayer de créer une ouverture à l'ouest, et ces autres forces russes à l'est. Et donc du coup, on arrive dans le film avec donc déjà premièrement une première scène avec un soldat retraité qui vient sur un cimetière donc de soldats américains liés à ce débarquement, et qui nous raconte en fait son histoire en étant sur la tombe d'un certain personnage. Et donc du coup il nous raconte cette histoire et on voit le débarquement, premièrement le débarquement, et puis une fois le débarquement passé, cette opération donc qui va donc dans cette opération Overlord. L'opération Overlord, en fait, c'est l'opération qui consiste à prendre un bloc de l'Ouest et un bloc de l'Est et faire resserrer l'étau sur les Allemands, donc en Allemagne. Mais dans cette grande opération Overlord, vous avez une opération qui s'appelle l'opération Neptune, et qui est cette opération-là précise qui est dans le film, et qui consiste à faire le débarquement sur les plages de Normandie. On a essayé d'informer les Allemands faussement, d'essayer de leur donner de fausses informations pour leur dire que les forces alliées débarqueraient dans le Pas-de-Calais, notamment, donc dans le plus au nord de la France, moins à l'ouest. Et apparemment, ça aurait un petit peu marché. Alors les historiens se disputent à propos de ça, bien évidemment. Il y a plein de façons d'interpréter ça, puisqu'on n'a pas forcément toutes les sources allemandes qui ont, pour la plupart, été beaucoup détruites à la fin du Troisième Reich, bien évidemment. Mais voilà, on a essayé de tenter de donner de fausses informations pour que l'ennemi ne nous attende pas au point sur lequel on allait l'attendre, tout simplement. Une fois ce débarquement réalisé avec beaucoup de pertes, les forces alliées vont essuyer beaucoup de pertes sur 5 plages différentes en Normandie. Là on est centré sur une de ces 5 plages qui est Omaha Beach, que vous connaissez peut-être de nom. Débarquement fait, il va y avoir tout simplement une escouade avec tous ces personnages qui sont présents ici, et cette escouade va tenter de réaliser une quête secondaire, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, une mission qui est tout simplement de retrouver le soldat Ryan, qui est joué ici par Matt Damon. Et pourquoi ? Pour cause, parce que la famille Ryan, donc ici, avec ce soldat Ryan, c'est une famille qui a engagé 4 soldats dans cette grande guerre, dans cette seconde guerre mondiale, et dont Matt Damon, qui est James Ryan, et ainsi que ses 3 frères. Et on apprend en fait que ces 3 frères sont tombés au combat. Mais lui, non. On ne veut pas que la mère de la famille Ryan reçoive la terrible nouvelle que ses 4 fils sont morts au combat pour les États-Unis. Alors, une mission est organisée pour aller tenter de sauver le soldat Ryan, le dernier soldat de la famille Ryan, pour tenter de le ramener aux États-Unis sain et sauf, et que lui ne meure pas. Donc voilà, ce scénario, c'est le scénario donc du film Il faut sauver le soldat Ryan. Alors vous verrez par vous-même, et on le verra tout à l'heure, si c'est une mission réussie ou pas, les amis. Mais voilà pour le scénario. La première question que j'ai à vous poser dans ce quiz sur ce live, les amis, c'est, à votre avis, est-ce que le scénario est-il bien réel ? C'est-à-dire, est-ce que, à votre avis, c'est vrai ou faux d'un point de vue historique, cette histoire que, après qu'il y ait eu le débarquement, il aurait dû falloir aller chercher ce soldat Ryan pour le ramener
en vie à sa famille, étant donné que c'est le dernier soldat donc de sa famille. Ou est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on est complètement dans une histoire romancée pour faire un thème, pour faire un scénar au film? Un grand bienvenue sur la chaîne Histoire and Pop. Ce soir, eh bien, on débunk un film d'un point de vue pop culture en lien avec l'histoire. Et ici, c'est Il faut sauver le soldat Ryan. On essaye de tirer le vrai du faux de ce magnifique film de Steven Spielberg. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester avec nous et à répondre à ce quiz dans le chat, les amis. Et puis, eh bien, si le principe de la chaîne, c'est-à-dire de débunker de la pop culture en lien avec l'histoire sur des jeux vidéo, sur des films, sur des séries TV, vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à follow la chaîne pour avoir plus de contenu. Ça me ferait super plaisir, ça me donne énormément de force. Un grand merci à tous d'être là. Effectivement, le scénario du film, donc de Il faut sauver le soldat Ryan, est tiré d'une histoire vraie, totalement. Donc pas avec, eh bien, le soldat Ryan. On a donc l'histoire avec donc également des frères, mais les frères Niland. Tout simplement. Donc le nom a été complètement changé et le scénario est très inspiré donc de cette histoire, mais une histoire qui a été largement adaptée. Alors ça s'est pas réellement passé comme ça, mais effectivement il y a bien eu une mission donc organisée par l'état-major américain pour aller sauver le dernier soldat Niland de la famille Niland, donc qui était Fritz, celui que j'ai mis en gras. Ici, vous aviez donc 4 frères, pareil, exactement comme dans le scénario du film. Donc Edward, Preston, Fritz et Bob. Et donc le but, ça va être d'aller sauver Fritz, puisqu'on sait eh bien, que déjà 2 de ses frères sont tombés au combat sur ce débarquement. Alors certains faisaient partie des forces aéroportées, c'est-à-dire qu'ils ont été largués en parachute. D'autres faisaient partie des forces qui ont débarqué en barque, tout simplement depuis la mer sur les plages de Normandie. Et d'autres ont été retrouvés dans le bocage normand, c'est-à-dire dans la campagne de Normandie, voilà. Et on présume également que le troisième frère, donc on sait que Edward et Preston sont déjà morts, c'est officiel, puisque quand vous avez un soldat mort sur le champ de bataille, en fait, chaque soldat, vous l'avez peut-être déjà vu, notamment dans un film Full Metal Jacket que vous connaissez peut-être. Voilà, il y a énormément de films qui en parlent, où en fait, vous voyez que tous les soldats américains et tous les soldats en général sont munis d'une chaîne avec une petite plaque avec leur nom et leur matricule dans l'armée. Et une fois qu'un soldat est décédé, eh bien on prend cette plaque et on l'envoie directement à l'état-major qui fait état des lieux des morts, des blessés, etc., etc. Et donc du coup, là on a retrouvé les plaques d'Edward et de Preston qui sont bien malheureusement décédés. Fritz, lui toujours vivant, et Bob, on pense qu'il est décédé. Et alors finalement, contrairement au film où on assure que eh bien, les 3 frères donc de Matt Damon dans le film de James Ryan sont décédés, là Bob en fait eh bien on va le présumer décédé, et finalement à la fin de la guerre on va savoir qu'il il a été fait prisonnier par les Japonais. Et il a été mis en prison pendant la quasi-entièreté de ces dernières années de Seconde Guerre mondiale en Birmanie, donc très très loin de chez lui, et malheureusement il va décéder en geôle. Voilà. Mais donc du coup, effectivement, le scénario de Il faut sauver le soldat Ryan est bien tiré d'une histoire vraie, les amis. De plus, Fritz, donc Fritz Niland, qui est le soldat Ryan de la réalité, faisait bien partie de la 101e division aéroportée, c'est-à-dire ceux qui ont été largués par parachute dans la nuit du 6 juin 1944, avant que les bateaux arrivent et débarquent, pour essayer de prendre les lignes allemandes à revers. Et il faisait bien partie de la 101e division aéroportée, qui en plus a réellement existé. Dernier point réaliste dans le scénario d'un premier point de vue, c'est que le capitaine Miller, voilà, alors lui en termes de nom n'a jamais existé, mais il y a bien eu un commandant chez les Rangers qui a été eh bien chargé, comme le capitaine John H. Miller, de cette opération pour aller eh bien tout simplement retrouver ce cher Fritz Niland, et mission qui a été réalisée avec succès, puisque Fritz Niland du coup a été blessé mais est reparti auprès de sa mère et a rejoint sa patrie, sa nation, où moi je vais arrêter de parler et où je vais vous passer un extrait ici, donc de ce magnifique film qui est Il faut sauver le soldat Ryan, pour eh bien vous illustrer le débarquement, comment a été réalisé le débarquement. Alors je vous mets pas toute la scène du débarquement qui est absolument magnifique, et d'ailleurs je vous invite à aller la voir hein, sur donc le film Il faut sauver le soldat Ryan. N'hésitez pas, c'était vraiment un super film et cette scène est exceptionnelle. Voilà.
Et donc, eh bien, écoutez, je vais vous passer une partie de cette scène pour que vous voyez, pour qu'on entre bien, que vous soyez bien en immersion dans le film, que vous voyez tout ça. Voilà, les amis. Et c'est parti. On se retrouve sur la plage. Évitez les trous de mortier. Évitez-les. Sortez par les côtés. À bâbord et à tribord. À tribord. Voilà, donc là on est sur la scène du débarquement, le tout début de la scène du débarquement dans le film. Donc on est dans les toutes premières minutes, toutes premières secondes du film, d'opération Neptune dont je vous parlais, voilà, qui fait partie de l'opération Overlord et qui vise à faire bien arriver les forces américaines, alors juste américaines, ici sur cette plage-là en l'occurrence qui est montrée dans le film, puisque nous sommes sur l'une des 5 plages où il y a eu le débarquement, ici à Omaha Beach. Vous avez pu voir la violence de l'accueil malheureux des nazis en face donc des Américains qui sont donc terrés dans ce grand bunker que vous avez peut-être vu, voilà, juste ici, ce grand bunker dont on va reparler juste après, avec leurs mitrailleuses, leur fameuse mitrailleuse très connue, les MB-42. Vous avez vu donc dès la descente des barges. Alors là, on est sur ce qu'on appelle la toute première vague, parce qu'il y a eu plusieurs vagues de débarquement, c'est-à-dire que toutes les barges n'étaient pas en première vague comme ça. Là, on est sur la toute première vague, c'est-à-dire les toutes premières pages qui arrivent sur la plage et sur lesquelles il y a le plus de pertes, bien évidemment, donc lors de cette opération Neptune. Je passe ici pour vous faire un peu de contexte histo, les amis, avec donc le D-Day et donc ce dont je vous parlais. Donc vous voyez cette petite carte, je l'ai prise, alors elle est dans un livre dont je reparlerai tout à l'heure, qui s'appelle La bataille par les cartes, qui a été sorti par Larousse. En fait, il y a eu plein de livres qui ont été faits par les éditions Larousse là sur la bataille par les cartes et qui sont superbes comme vous pouvez le voir et qui sont très précises. Alors vous voyez justement en haut, on vous montre où on est par rapport à donc au territoire français actuel et par rapport bien évidemment aux rives anglaises, notamment les ports de Southampton et les ports de Portsmouth, qui ont été les premiers lieux d'embarcadère des soldats américains qui et bien sûr anglais et canadiens qui sont venus, et quelques Français aussi, qui sont venus débarquer sur ces 5 différentes plages durant cette opération Neptune. Et donc vous voyez, donc il y a 2 plages qui ont été ciblées par les Américains à l'ouest et 3 plages ici qui ont été ciblées par Anglais, donc britanniques en fait, et Canadiens, avec donc Utah Beach, Omaha Beach, Gold, Juno et Sword, ces plages ici à l'est, et où se sont bien réparties les forces en présence. Tout ça, ça fait partie, ce débarquement, comme je vous le disais les amis, de l'opération Neptune, qui est donc à l'heure actuelle la plus grande opération aéroportée et amphibie de l'histoire, donc c'est-à-dire avec des avions qui lâchaient donc des parachutistes et avec des barques qui lâchaient donc des soldats d'infanterie, ainsi que il y avait énormément de vaisseaux de guerre qui suivaient ces barges, bien évidemment, pour pas qu'elles se fassent intercepter avant d'arriver à bon port, avec des dizaines de milliers de soldats américains qui vont arriver sur ces plages. On a au commandement suprême de cette opération. Alors ici, on est sur l'opération Neptune concernant donc l'eau et le ciel, mais la grande opération, comme je vous le disais tout à l'heure, qui concerne le débarquement et la prise en étau des Allemands, elle s'appelle l'opération Overlord. Donc dans l'opération Overlord, la grande opération Overlord, qui est faite en lien avec les Russes aussi, qui prennent les Allemands par le front de l'Est, eh bien il y a l'opération Neptune, qui est celle-ci, voilà. Et dans cette opération Neptune, l'arrivée sur plusieurs plages, et ici dans Il faut sauver le soldat Ryan, le film, on est sur l'opération ici,
donc d'Omaha Beach, ici avec les soldats, donc exclusivement américains. Donc c'est au commandement suprême de toutes ces armées Eisenhower, que vous connaissez très probablement de nom, ça vous parle peut-être de vos cours d'histoire, un grand général américain, bien évidemment, qui est le commandant des forces suprêmes, donc de toutes les forces pour cette opération Overlord, et le commandant britannique Montgomery, donc qui est destiné à diriger les troupes terrestres, donc sur ce débarquement. Il faut savoir aussi qu'il y a eu une autre opération, vous le voyez là avec les petits parachutes ici, qui ont été dans le Cotentin et dans le bocage normand, c'est-à-dire en fait tout simplement la campagne normande, avec pas mal de parachutes qui ont été. Et cette petite opération-là, c'est une autre opération qui fait partie de la grande opération Overlord, on l'appelle l'opération Tonga. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les forces, donc ici, navales, ont débarqué à partir du matin du 6 juin 1944, ce qu'on appelle le D-Day, comme vous pouvez voir là sur la carte en Angleterre. En fait, c'est tout simplement l'équivalent de jour J en français. Et donc, c'est pour ça qu'on le nomme ainsi. Et on a gardé cette appellation-là. Et donc, avant que les troupes navales arrivent sur les plages, eh bien, vous avez tout simplement l'arrivée dans la nuit, de forces aéroportées, c'est-à-dire d'avions qui transportent des parachutistes et qui vont essayer de débarquer derrière les lignes allemandes pour essayer de prendre en sandwich les lignes allemandes qui sont placées sur les rives ici et qui ne sont pas forcément prêtes à un débarquement, enfin qui ne sont pas du tout prêtes à un débarquement de cette ampleur-là et qui ne sont pas forcément prêtes à un débarquement tout court sur cette zone ici proche du port, non loin du port du Havre et donc non loin de Caen aussi, et avec, vous voyez, des parachutistes américains qui ont été ici largués à Ranville aussi, donc à l'est et à l'ouest de cet ensemble de 5 plages pour essayer de prendre en tenaille les Allemands. Dizaines de milliers d'Américains, comme je vous le disais, qui ont été engagés notamment sur Utah Beach et Omaha Beach, mais bien évidemment des Britanniques, des Canadiens, et également 177 très précisément Français sous les ordres du commandant Kiefer qui vont être parachutés ou arriver également en barge. Cette opération, elle a été faite dans le secret total et le but c'est de briser ce qu'on appelle le mur de l'Atlantique en fait, donc puisque les Allemands ont complètement bouché l'Atlantique jusqu'à la Norvège en fait avec énormément de blocos, donc ce sont comme on l'a vu tout à l'heure, des énormes constructions en pierre que vous avez pu voir dans lesquelles on abrite des armes et des soldats qui défendent des positions. D'ailleurs, quand vous allez encore en Normandie aujourd'hui, vous pouvez voir énormément de blocos. Vous en avez un quasiment tous les 10 km qui est encore présent au minimum, parce que le but vraiment du Troisième Reich était de bloquer les forces alliées pour pas qu'elles arrivent justement sur ce mur de l'Atlantique. Et donc c'est une réelle stupéfaction pour les Allemands à ce moment-là de recevoir, enfin de voir arriver un aussi grand nombre de forces sur ces plages de Normandie. Et ce qui a été fait aussi avant le fait que en même temps en fait quasiment que les soldats soient parachutés, c'est qu'il y a eu un énorme bombardement par les forces aériennes des Alliés, c'est-à-dire donc des forces qui étaient avec nous, avec les Français pendant cette Seconde Guerre mondiale, donc par les Américains et notamment par la Royal Air Force des Anglais, qui est la meilleure armée de l'air de l'époque. Et il va y avoir des centaines d'avions qui vont bombarder tout le front de mer ici durant la nuit pour essayer d'affaiblir les positions allemandes. Malheureusement, les conditions météo étaient absolument horrible durant cette nuit et donc du coup très peu de constructions allemandes ont été vraiment amochées au point de les affaiblir, donc très compliqué, débarquement mal agencé du coup au départ à ces débuts de jour du 6 juin 44. Du coup il y a 2 secteurs qui vont être priorisés sur cette plage. Vous les voyez ici, là. Je viens de les afficher. Hop, je vous les remets là. Ça clignote juste ici. Voilà, vous les voyez ici. Donc en orange, un secteur qui s'appelle de la plage pour l'opération, donc qui s'appelle le secteur Charlie. Et en vert, le secteur Dog Green, chien vert en anglais, je l'ai mis en vert ici. Et donc c'est ce secteur précisément dans Il faut sauver le soldat Ryan, ce secteur ici Dog Green, donc qui va être fixé, qui va être visé. Je vais vous parler dès à présent les amis de Omaha Beach.
Donc la plage que vous pouvez voir à l'écran, ici en haut à droite, ici qui est donc la plage du débarquement sur lequel vous avez vu les forces arriver dans Il faut le sauver le soldat Ryan, la réelle plage ici, puisque dans le film, eh bien le scène de tournage, donc de réalisation faite pour le débarquement, eh bien elle n'a pas été réalisée sur la vraie plage d'Omaha Beach, elle a été réalisée sur une plage irlandaise. Pourquoi? Parce que d'un point de vue tournage, c'était beaucoup plus facile de le faire en Irlande pour Steven Spielberg, et parce que l'armée irlandaise était disposée à avoir des soldats qui pouvaient aider la réalisation du film, tout simplement. Et puis parce que Omaha Beach est un lieu de mémoire, d'histoire, et qu'on essaye de le préserver au maximum. Et bien sûr, même si on ne retrouve pas le bocage normand qui est vraiment très singulier en France, cette campagne que vous voyez là ici, qui est particulière, qui possède plusieurs caractéristiques et donc qui n'a pas pu forcément être retrouvée sur la plage, mais qui a été imitée au mieux par les équipes de Steven Spielberg. Il faut savoir que cette plage d'Omaha Beach, elle a un nom aussi, on l'appelle Omaha la sanglante, parce que, eh bien, vu que ça a été la plage où on débarquait le plus de force en termes de nombre ici durant ce D-Day, eh bien c'est également celle où il y a eu le plus de pertes. Il y a eu beaucoup de pertes, les amis, du côté allié, aussi du côté allemand il y en a eu, mais beaucoup du côté allié qui se sont fait canarder en arrivant, notamment cette première vague qu'on a vue à l'écran tout à l'heure, voilà, malheureusement d'un point de vue tragique, et qui sont commémorés notamment par les Anglais. Alors vous avez déjà peut-être vu donc avec ces coquelicots. Alors nous on a le bleuet comme fleur qui symbolise la mémoire de guerre, notamment de la Première Guerre mondiale pendant la guerre de tranchées, puisqu'en fait tout simplement c'était la seule fleur qui poussait dans les tranchées. D'ailleurs qui résistait aux conditions extrêmes des champs de bataille, et donc du coup c'est pour ça que nous on a le bleuet. Et les Anglais ont le coquelicot parce que eux, eh bien, c'était le coquelicot était la seule fleur qui arrivait à pousser sur le champ de bataille, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais le coquelicot c'est une fleur très très résistante, et c'est pour ça que c'est un symbole donc de résistance, notamment pour les forces anglaises, forces britanniques et forces américaines. Du coup, et d'ailleurs par exemple vous retrouvez ce symbole au moment de commémoration du D-Day notamment, et de l'armistice, bien évidemment de cette Seconde Guerre mondiale. Et bien vous avez le port par les habitants anglais notamment comme nous on l'a avec le bleuet. Alors c'est pas une tradition qui se perd, mais c'est une tradition qui se fait, on la voit pas forcément, qui est pas forcément mise en avant, mais qui perdure bien évidemment toujours. Et le coquelicot chez les Britanniques donc. Et là, eh bien les amis, je vais vous laisser donc avec un témoignage ici d'un vétéran de ce débarquement du D-Day sur la plage d'Omaha Beach. Le témoignage, je le rappelle, donc qui ont été utilisés, alors pas celui-là forcément, mais de certains vétérans et notamment de combattants et d'historiens qui ont été utilisés par Steven Spielberg pour la réalisation du film, dans une volonté de réalisme le plus pur possible. Donc, je vais vous laisser cet extrait qui est très intéressant d'un vétéran américain qui habite San Francisco, voilà, qui est un reportage France 3, voilà, qui passait à Soir 3 il y a quelques années. Par ses fils et ses petits-fils, Jack Larson pose le pied sur le sable. 75 ans après avoir débarqué à Omaha. C'est tellement différent. Il y avait des obstacles anti-chars partout. Puis sa famille le laisse seul, face à la Manche. L'Américain avait 21 ans le 6 juin 1944. C'est le même sable. Ce sera toujours le même. Et ça me ramène à mes souvenirs. Ce matin-là, Jack Larson sort le dernier de sa barge. Devant lui, les hommes de la première vague. Je me souviens de tous ces corps, avec les vagues qui les emportaient, et des rigoles de sang qui s'écoulaient vers la mer. À 96 ans, le vétéran a voyagé depuis San Francisco, là où il vit, là où nous l'avons rencontré. Jack Larson était un garçon de ferme, engagé dans la garde nationale à 15 ans, puis enrôlé dans l'infanterie. D'Omaha, il se souvient. Il est à l'abri derrière un monticule de sable et parle à un camarade près de lui. Il me répond pas, je me retourne, et il n'y a plus de tête sous son casque.
Je remercie l'âme de cet homme parce que j'ai compris à ce moment qu'il fallait courir. Je courais, je me cachais, je courais. Je me disais, mais Jack, qu'est-ce que tu fous ici? Tu peux pas voir qui te tire dessus, mais eux en face ils te voient. C'est parti de la première vague, ce cher monsieur. Ici, donc, c'est l'un des rares rescapés de cette première vague, donc de débarquement du D-Day. Et en plus de ça, vous voyez ce qui est très intéressant dans ce témoignage, c'est qu'il indique les conditions d'arrivée. Voilà, qu'il fallait sauter du côté gauche, du côté droit de la barque pour essayer de se protéger un maximum, de se protéger derrière les talus. Il y avait tellement de défenses mises en place par les Allemands, des défenses qu'on va revoir d'ailleurs, les amis, un peu plus tard dans le live. Mais donc, tellement de défense que la plage, bien évidemment, actuellement, ne ressemble absolument plus à celle que lui a pu malheureusement connaître ce 6 juin 44. Ces témoignages d'une période qui est assez proche de nous, c'est très très important parce qu'on a des témoignages en plus oraux, des témoignages de personnes qui sont encore vivantes. Alors malheureusement aujourd'hui, quasiment plus du tout. Mais encore énormément de matière, hein, si vous voulez, sur ces témoignages, ce qui n'est pas forcément le cas et ce qui n'est même en fait pas du tout le cas, par exemple, de certaines périodes, par exemple comme l'Antiquité ou le Moyen-Âge où malheureusement le gros de ce qu'on sait se fait notamment grâce aux fouilles archéologiques et grâce aux textes qu'on a reçus, mais pas de témoignages de personnes vivantes, bien évidemment. Alors là, du coup, c'est très intéressant de pouvoir avoir ça sous la main, des témoignages comme celui-ci, et dont se sont bien servis toute l'équipe du film Il faut sauver le soldat Ryan pour réaliser celui-ci, et notamment Steven Spielberg qui a vraiment voulu mettre un point d'orgue sur le fait d'écouter ces témoignages pour être au plus proche de la réalité dans son film, chose que je trouve absolument exceptionnelle et qui malheureusement se fait de moins en moins ou se fait très peu sur beaucoup de films, hein. On en avait parlé déjà dans le dernier live pour le Napoléon de Ridley Scott, voilà, où ça s'est beaucoup moins fait par exemple. Même si bien évidemment on est sur une période bien antérieure. Mais voilà, là il y a vraiment eu la recherche de la part de Steven Spielberg d'un réalisme énorme, de gros efforts, en contactant des historiens, en contactant bien sûr des gens qui pouvaient témoigner, en contactant une pléthore d'acteurs qui ont eu un lien avec ce débarquement du D-Day le 6 juin 1944. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans ce film, c'est la rigueur dont ont fait preuve les équipes pour nous pondre un magnifique film. Alors bien sûr qui comporte son lot d'erreurs historiques dont on reparlera tout à l'heure. Global, il y a eu un énorme effort qui a été fait et ça, les amis, c'est absolument génial. Parce que pour le téléspectateur, quand il va voir le film en salle, il peut tout simplement se dire ah ouais, ce que je vois en fait, c'est réel pour 90% du film, par exemple, ou pour un gros pourcentage. Et ça, c'est juste génial parce que ce qui reste dans la tête du téléspectateur, c'est les images que vous voyez, comme je le répète sans cesse, avec l'image donc du soldat Ryan. On a forcément une image qui n'est pas la même que lorsque vous voyez par exemple un Viking à casque à cornes, hein, je le rappelle tout le temps. Mais c'est vrai, on a cette image biaisée par exemple du Viking à casque à cornes qui traverse les époques, etc., etc. Mais c'est ce qu'on voit dans les publicités, c'est ce qu'on voit dans pas mal d'œuvres de pop culture. Et malheureusement, c'est la pensée qui reste alors qu'elle n'est pas vraie. Et donc du coup, voilà, il faut savoir que quand vous touchez autant de gens que ça, quand vous réalisez des grosses séries, des gros films, des publicités qui vont toucher un large public, vous relayez une certaine vision de l'histoire. Alors après, orienté ou pas, ça, c'est toujours le cas malheureusement. Quand vous faites une pub, quand vous faites un film, etc., orienté en fonction de qui vous êtes, d'où vous venez, en fonction de la politique que vous voulez mettre, par exemple, dans le film ou pas, bien évidemment. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais pour moi, le débat le plus intéressant, c'est de savoir si ce que vous voyez à l'écran est fidèle d'un point de vue historique ou pas, pour que le téléspectateur puisse être immergé vraiment dans cette période dont il ne connaît pas forcément grand-chose. Et pour moi, lorsque vous faites un film, ce qu'on appelle historique,
donc quand on programme, qu'on fait un film historique, il faut essayer d'être au plus proche de la réalité pour que le spectateur ne soit pas perdu et n'ait pas une mauvaise image, d'un point de vue historique encore une fois, eh bien, de ce film. Alors, comme je vous l'ai dit, le but c'est pas de casser les films, notamment sur la chaîne Histoire and Pop ici, qui n'ont pas un vrai réalisme historique à 100% historique. Pas du tout. Il y a des très bons films qui sont très mauvais d'un point de vue historique, mais qui sont absolument géniaux. Je pense par exemple à Braveheart sur William Wallace de Mel Gibson, par exemple, qui comporte énormément d'erreurs historiques, mais qui est un super film. Qui est un super film. Moi qui a bercé mon enfance, qui est l'un de mes films favoris, voilà. Mais il y a des erreurs historiques, mais le film ne s'est jamais voulu être 100% fidèle historique. Donc voilà, donc il faut que quand les réalisateurs s'engagent à faire un film ou un documentaire 100% historique, respecter ça, c'est absolument génial. Et là, il y a vraiment eu un énorme effort de la part de Spielberg, avec tous ces efforts consentis en allant voir eh bien justement des vétérans, des soldats d'armées différentes pour avoir des informations sur les techniques de combat. Par exemple, en allant se référencer dans des bibliothèques, auprès d'historiens. C'est juste génial le travail qui a été réalisé, les amis. Moi, je trouve ça juste génial et qui nous permet d'avoir de superbes images et vraiment très réalistes dans eh bien, ce film de Il faut sauver le soldat Ryan. Et je voulais vous faire un petit lien puisque eh bien, c'est le but de la chaîne Histoire and Pop, les amis, bien évidemment. Histoire and Pop, histoire en lien avec la pop culture. Le but de la chaîne, les amis, eh bien, c'est tout simplement d'analyser des scènes de films, d'analyser des séries, d'analyser aussi des jeux vidéo, eh bien, pour en retirer le côté historique, dire si c'est vrai, si c'est faux. Vous voyez justement ici un jeu vidéo qui s'appelle Medal of Honor, qui est l'un des jeux Medal of Honor parce qu'il y en a beaucoup. Et là, Medal of Honor débarquement allié, celui-ci, où en fait vous revoyez complètement une scène du film. Hein. Le jeu a été complètement adapté sur la scène d'Il faut sauver le soldat Ryan, tellement Il faut sauver le soldat Ryan a servi de référence comme film de guerre sur la Seconde Guerre mondiale. Vous imaginez, Medal of Honor s'est inspiré, alors pas du tout directement des œuvres historiques qui ont pu être faites ou qui ont pu être faites par exemple, ou mais directement du film en lui-même. Où eh bien justement on revoit ce blocos en fond qui est présent ici et toutes les défenses anti-chars et anti-militaires navales qui ont été faites ici. Donc sympa de revoir ça, que ça a été repris dans ce jeu vidéo. Et puis vous avez un autre jeu vidéo que vous connaissez peut-être mieux, j'imagine, Call of Duty 2, qui reprend aussi ce débarquement. Hein. Voici eh bien donc au-dessus de ma tête les barges du débarquement ici qui sont présentes dans le film avec Tom Hanks, le capitaine Miller, donc en premier plan ici, et vous voyez avec une barge qui prend feu notamment et des soldats qui arrivent sur la plage d'Omaha Beach et qui malheureusement pour la plupart vont périr ici sur cette plage pour tenter de reprendre cette position aux forces du Troisième Reich. À votre avis, les amis, est-ce que ces barges qui sont présentes ici, là, dans le film sont réalistes? Est-ce que elles ressemblent à celles du vrai débarquement qui a eu lieu le 6 juin 44? On est sur eh bien, les vraies barges du débarquement qui ont été reproduits à l'identique complètement pour le film. Regardez, donc là je vous mets une image d'archive, donc des vraies barques ayant servi au débarquement. Vous voyez, la similitude entre les deux est absolument folle, hein, puisque là, encore une fois, avec le degré de réalisme qui a voulu être mis dans ce film, les amis, eh bien on arrive à avoir un résultat quasi similaire, même si ce n'est similaire à la réalité, hein, tout simplement. Donc vous voyez, donc à gauche vous avez les barges du film, à droite les vraies barges utilisées pour le débarquement, et d'ailleurs des barges qu'on appelle des LCVP, donc chez les Américains et chez les Britanniques, donc Landing Craft Vehicle and Personnel, qui étaient donc des barges qui pouvaient contenir entre 30 et 35 hommes et qui permettaient donc d'être protégés avec une porte qui se situe juste ici, qui était fermée ici, et les soldats s'accroupissaient pour ne pas recevoir de balles dans la tête dès le début, même si vous avez vu que dans le début, dans la première vidéo du live, malheureusement si on est en hauteur, ça fait mal quand même lors de ce débarquement, et une fois que la porte s'abaisse, eh bien on court le plus vite possible pour se cacher devant les positions ennemies, essayer de gagner du terrain. Par contre, on est bien
sur les barges pour la barge, la barge qui est utilisée dans le film et cette barge-là, on est sur toutes les deux des barges américaines. Les barges anglaises sont légèrement différentes dans la conception, même si elles se rapprochent beaucoup de celle-ci. Là, on est sur deux LCVP américaines. Les deux qui sont ici, d'ailleurs, vous voyez PA ici, ce sont les barges américaines, les anglaises ayant un autre acronyme pour les définir et n'ayant pas totalement les mêmes rivets de protection, il me semble, donc sur les côtés des barges ici. Donc on va passer sur les pertes, les amis, malheureusement, passer sur les pertes qu'il y a eu durant ces combats. Alors là, deux images du film avec l'équipe de medics, en anglais, de soignants, en fait, si vous voulez, de médecins, d'infirmiers de guerre, puisque bien évidemment, parmi les soldats, il y avait des médecins et qui se reconnaissent par l'apparat de cette croix ici présente sur leur casque et qui avaient le matériel dans leur poche, dans leur barda, pour soigner directement sur place les soldats blessés, essayer de les maintenir en vie pour les plus blessés graves, jusqu'à ce que la plage soit prise, bien évidemment, et pouvoir les rapatrier dès que possible. Les Allemands savent dès l'été 43 qu'il va y avoir une opération pour débarquer donc sur le territoire français. Par contre, ils ne savent pas où et ils ne savent pas quand. Et elle aura lieu donc en Normandie ce 6 juin 1944, les amis. Et donc les Américains, les Britanniques se retrouvent face à des forces en présence allemandes qui sont 4 divisions de l'armée allemande. Donc ce qu'on appelle la Wehrmacht, donc vous connaissez peut-être le nom. En fait, la Wehrmacht, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'armée régulière allemande. Donc les soldats, bien évidemment, de base, infanterie notamment. Vous avez aussi les SS, force donc élite et police de cette armée allemande, qui est donc SS, signifie Schutzstaffel en allemand, donc et puis vous avez la marine allemande qui est présente avec certaines forces et notamment certains vaisseaux de guerre non loin des plages pour essayer de torpiller les bateaux qui vont arriver. Alors là, vu le déploiement de forces navales des forces alliées, ça a été très difficile pour les Allemands d'enrayer ce débarquement. Donc grosse supériorité des alliés américains, britanniques, français, canadiens sur la mer. Déjà dans cette Manche et sur l'Atlantique à ce moment-là de la guerre, puisque déjà le Troisième Reich s'affaiblit, les Allemands s'affaiblissent, les forces allemandes s'affaiblissent et la Kriegsmarine, donc ce qui veut dire Krieg c'est guerre en allemand, donc l'armée navale allemande s'essouffle et se fait complètement balayer sur ce front-là par les Alliés. Et de plus aussi la Luftwaffe, vous connaissez peut-être ce nom, Luftwaffe en allemand, il s'agit donc tout simplement de l'armée aérienne allemande. Elle met énormément de temps à réagir, puisque pas prête à partir sur ce front-là. Elle met énormément de temps à réagir aux bombardements alliés, donc dans la nuit, même si ceux-ci, à cause des conditions météo, comme on le disait tout à l'heure, n'ont pas eu les dégâts escomptés. Dans le film, dans ces premières scènes du film, énormément de pertes du côté américain. À votre avis, vrai ou faux, y a-t-il eu énormément de pertes du côté américain, autant que recensé dans le film, sur cette arrivée sur la plage d'Omaha Beach? Est-ce que vous avez une idée de si les pertes réelles, alors celles qui sont notamment montrées dans Il faut sauver le soldat Ryan, étaient considérables, ou si justement c'est le film qui met en avant énormément de pertes pour mettre en avant le fait que les soldats américains aient donné leur vie pour reprendre cette plage et qu'on accentue le trait? Et c'est effectivement vrai. On est sur d'énormes pertes durant cette arrivée sur la plage d'Omaha Beach, avec au total sur le débarquement, donc on le disait, plusieurs dizaines de milliers d'Américains, plus de 150 000 hommes au total, toutes nations confondues, déployés sur le débarquement au total, et 11 000 soldats tombés au total sur l'ensemble du débarquement. Environ 4400 morts côté allié sur Omaha Beach, ce qui est absolument énorme, et environ 1500 morts côté Axe, donc c'est-à-dire côté armée du Troisième Reich, armée allemande, Wehrmacht, sur Omaha Beach. Donc vous imaginez le nombre de pertes présentes ici. Alors il faut savoir que pour les Allemands en position défensive,
Il était facile sur plage complètement ouverte et pas avec très peu de talus, et en plus énormément, on va le voir après, de défenses mises en place anti-char, anti-débarquement, anti-naval, avec énormément d'ingénieuses entreprises mises en avant. Voilà, ça a été très compliqué de se frayer une brèche pour les forces alliées. Donc vous voyez, avec le quasi triple de morts côté allié sur Omaha Beach que côté Axe, hein, bien évidemment, mais avec des Américains qui ont quand même réussi à prendre possession de cette plage, mais en plusieurs heures, hein, bien évidemment en plusieurs heures, et pas en 20 minutes comme c'est montré dans le film. Alors là, bien évidemment, c'est d'un point pourquoi là on a fait durer le combat bien moins longtemps, parce qu'on est sur un film de 2 heures et qu'on peut pas se permettre de faire durer une bataille 5 heures tout simplement. Et on va passer aux défenses d'Omaha Beach. Alors, hein, comme on a pu le voir dans le film, et vous le voyez là sur cette slide, il y a la présence d'un énorme blocos ici central sur Omaha Beach, avec des barbelés, ici des défenses barbelées, des défenses anti-chars, vous voyez qui sont notamment ces croix en bois là qui sont posées, et également ici, alors ces rampes là, est-ce que dans le chat les amis vous savez à quoi servent ces rampes là? Est-ce que vous avez une idée de à quoi servent ces rampes là? C'est aussi des défenses qui ont été mises en place par les Allemands. Anti-barge de débarquement, ici, totalement. Et bien en fait, lorsque la marée est haute, et bien les barges s'empalent sur ces grands pieux, ici. À votre avis, les amis, vrai ou faux? Est-ce que, les défenses qui sont présentes, les défenses d'Omaha Beach dans le film, ici, qui sont présentes à l'écran, comme vous pouvez les voir ici, est-ce qu'elles sont réalistes ou pas du tout? Est-ce qu'on est dans le faux complet? Est-ce qu'il a rajouté des choses pour le grand public ou pas? Eh bien, on est sur une réponse fausse, les amis. Et pourquoi? Je vais expliquer. Alors, on aurait pu dire vrai et faux, mais on est sur du faux parce que, globalement, il n'y avait pas tout ce qui est présent dans le film. Alors là, vous voyez déjà ce bunker là sur Omaha Beach, il n'a jamais existé ici. Il a été rajouté dans le film pour avoir vraiment un visuel qui marque le téléspectateur ici. Mais en même temps, est-ce que ça présente vraiment une réelle erreur historique? Parce qu'il n'y avait pas de gros bunkers comme celui-ci, mais il y avait la présence plutôt de petites fortifications, pas d'un énorme blocos comme ça, des petites fortifications qu'on appelait en anglais des casemates, donc si vous voulez des tout petits blocos, mais pas aussi gros que celui-là. Donc sur la plage d'Omaha Beach, il n'y a jamais eu ce gros blocos qui est quand même le centre de la bataille, de l'arrivée quand même des forces américaines sur la plage d'Omaha Beach, et qui est le point à prendre absolument. Et ben ça c'est totalement faux. Donc ça n'a jamais existé sur la plage d'Omaha Beach. Il y avait donc plutôt, comme je vous le disais, de petites fortifications plus nombreuses qui couvraient la plage et qui plutôt tiraient par le flanc et pas par une arête centrale comme celle-ci. Mais donc oui, voilà, donc pas de gros blocos, mais plein de points, notamment de mitrailleuses qui défendaient très bien le secteur Dog Green, dont on a parlé tout à l'heure sur la plage. Il y avait par contre un mur anti-char présent sur la plage qui a été détruit par les Américains, comme vous pouvez voir ici, à l'aide notamment de TNT, avec 10 caisses de TNT. Alors vous imaginez les dégâts que ça a pu faire. Avec 10 caisses de TNT, les Américains ont réussi à faire sauter ce mur anti-char de la plage d'Omaha Beach, qui permettra au gros des forces américaines de passer et de reprendre cette plage tout simplement aux mains de la Wehrmacht. Vous voyez sur cette image à droite là les défenses qui ont été mises en place. Donc vous avez des défenses anti-char, des défenses anti-infanterie pour qu'elles n'avancent pas, mais par contre ces rampes ici, elles ont été mises du mauvais sens. Là, alors tout simplement parce qu'à mon avis c'est une erreur c'est une erreur de la part de l'équipe du film qui a placé du mauvais sens ces rampes. En fait elles étaient dans l'autre sens. Pourquoi? Parce qu'en fait tout simplement le général allemand, il y a un général allemand qui a été nommé en 1944 pour établir les défenses sur les plages éventuelles du débarquement contre les Alliés, qui s'appelait Erwin Rommel, et qui a installé ces
ces poutres ici, mais pas dans ce sens-là, dans l'autre sens, c'est-à-dire qui pointe vers le haut ici, parce qu'en fait, à marée haute, quand vous êtes à marée haute, eh bien, les bateaux allaient glisser sur ces rampes, les barques d'embarquement que vous voyez ici, allaient glisser sur ces rampes et allaient taper en haut, ici, où il y a des petites mines ici qui sont placées, des petites bombes, des petites mines, et qui font exploser la barge complète ici. Et donc du coup, en fait, à marée haute, les bateaux glissaient dessus et en fait, en glissant avec l'avancée des vagues, etc., et avec la marée haute, et ben taper cette mine et qui faisait exploser la barge. Sauf que, eh bien du coup, opération complètement foirée pour la Wehrmacht, pour les Allemands, parce que, eh bien, quand les troupes alliées sont arrivées, c'était la marée basse. Donc ils ont vu de très loin ces placements ici anti, ces placements donc de poutres anti attaque navale qui ont été mises. Et donc du coup, très facile de ne pas se les prendre, puisque marée basse, mais par contre, attention, d'un point de vue historique, placé dans l'autre sens, et pas dans ce sens-là. Et puis on va passer les amis au génie artilleur. Alors là vous voyez dans les soldats qui arrivent, qui débarquent sur Omaha Beach, juste ici, vous voyez la présence d'un lance-flamme, déjà, premièrement ici, pour eh bien potentiellement faire reculer l'ennemi ou eh bien enflammer certaines positions, faire de la fumée afin de se dissimuler dans ces nuages de fumée ou dans ces flammes. Et tout ce que je concerne comme le génie artilleur, c'est-à-dire ceux qui avaient des mines, tous ceux qui sont là pour essayer de déminer, essayer d'enlever les obstacles qui ont été mis ici, les obstacles anti-chars, les obstacles anti-force navale et anti-infanterie qui ont été mis sur cette plage. Il est représenté comme ici. Donc là, vous avez alors le capitaine Miller, Tom Hanks qui est présent ici, un lance-flamme là, et de plus ici, je vous en parle tant que je le vois ici, vous avez un soldat qui porte quelque chose dans un sac plastique, vous voyez ici, on dirait un parasol pour l'été sur la plage, vous voyez là, ici, je vous en parle tant que je le vois, parce que bah, ça c'est totalement réaliste, en fait c'était les armes, donc leurs fusils notamment, qui étaient emmenés dans des sacs plastiques afin qu'elles ne prennent pas l'eau et elles ne prennent pas les dégâts de tout ce qu'il peut y avoir comme giclée d'eau, de poussière, de boue, de sang. Donc ils les avaient sous sacs plastiques avant de défaire ces sacs plastiques pour pouvoir tirer après. Très ingénieux et ça c'est totalement réaliste. Ça a été repris par Steven Spielberg dans Il faut sauver le soldat Ryan et je trouve ça super de pouvoir le voir à l'écran. Les amis, à votre avis, est-ce qu'il y a réellement eu un génie artilleur, c'est-à-dire des hommes qui étaient là sur la plage pour essayer de défaire eh bien, les positions allemandes qui ont été mises là pour empêcher l'avancée des Américains, notamment sur Omaha Beach, mais l'avancée au global des forces alliées. À votre avis, est-ce qu'il y avait vraiment une section de génie artilleur, et notamment l'utilisation de lance-flammes ou l'utilisation de certaines bombes ou de torpilles pour pouvoir donc eh bien, faire céder ces positions de défense allemandes? C'est totalement vrai. Et regardez ça, et bien là nous avons des images d'archives de deux membres du génie artilleur américain qui utilisent ici une torpille. Là, cette longue barre ici, que je vous remets ici, qui est encore utilisée dans les armées actuelles, hein, qui est encore utilisée d'ailleurs et qui était déjà utilisée pendant la Première Guerre mondiale, qui a été améliorée. Ici, il s'agit de torpilles Bangalore. Vous avez le nom qui se met juste ici, qui apparaît. Voilà, qui sont des torpilles qui ont été réellement utilisées ici, pendant cette Seconde Guerre mondiale et pendant cette arrivée des forces alliées sur les plages de Normandie ici et notamment sur Omaha Beach ici. Et donc vous avez des images d'archives. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est que cette torpille Bangalore? En fait, ce sont des tubes qui font environ 1,50 m et qui sont remplis d'explosifs et qui sont destinés à faire sauter les barbelés, tout simplement. Donc vous voyez, on place ce tube complet sous les barbelés et ça vous fait sauter la ligne complète de barbelés. Donc voilà, ça c'était réellement utilisé et on peut le voir dans le film. Donc encore un point très réaliste d'un point de vue historique qui est présent là dans Il faut sauver le soldat Ryan. Et le lance-flamme aussi, hein, bien évidemment. Notamment, on a un témoignage d'un certain Robert Walker, qui est donc l'un des vétérans de cette Seconde Guerre mondiale et de cette arrivée sur la plage d'Omaha Beach.
qui a fait un témoignage écrit, notamment lorsqu'il avait été interviewé, de la présence de lance-flammes présentes du côté américain sur la plage. Alors notamment pour intimider l'ennemi, pour éventuellement quand on arrive au contact des bunkers, alors des casemates, comme on disait tout à l'heure, des tout petits bunkers de cette ligne de défense et donc des mitrailleuses allemandes, complètement faire brûler l'ennemi. D'ailleurs, si vous avez vu, il faut sauver le soldat Ryan, quand ils arrivent à prendre le blocos, les soldats américains, ils enflamment l'intérieur du blocos et les soldats allemands sortent en étant complètement en feu, immolés complètement, et les soldats américains disent non, ne leur tirez pas dessus, laissez-les brûler. Et une image très très marquante aussi, moi personnellement, qui m'a beaucoup marqué. Donc très sympa de pouvoir voir ça à l'écran, et ça c'est des choses qui sont pas forcément grand public, hein, ce génie artilleur, de pouvoir voir ces torpilles Bangalore qui sont utilisées, qui sont encore utilisées aujourd'hui de nos jours, alors pour des opérations bien plus mineures bien évidemment, pas de débarquement pour l'instant prévu nulle part, mais voilà, la présence de torpilles dans le film qui est reprise ici, je trouve ça très très intéressant de le souligner les amis. Donc là, eh bien à gauche vous avez une image du film d'un soldat qui va chercher un autre débarqué allemand, donc un autre débarqué américain, pardon, sur cette plage d'Omaha Beach, qui a très probablement succombé, alors moi je le sais parce que j'ai vu le film, mais qui a succombé d'un tir allemand, qui est mourant complètement et qui va malheureusement mourir. Et vous voyez à droite donc une image d'archive, hein, avec la présence donc de ces Américains qui sont en train de rapatrier un blessé dans une barge après donc le combat. Une photo historique ici, après la prise de la plage, avec, vous voyez, les meds, donc c'est-à-dire les soignants en français, donc vous voyez avec leur croix ici, qui s'occupent donc des blessés, qui sont des infirmiers ou des médecins de guerre, et qui étaient ici aussi présents, hein, sur le débarquement, bien évidemment, pour pouvoir soigner dans une moindre mesure et le plus vite possible ces soldats qui tombaient au combat ou qui étaient très blessés par le combat. À votre avis, est-ce que l'intensité du combat qui est décrite dans le film, qui est montrée avec autant de morts, avec des tirs de balles comme on a pu le voir dans la toute première vidéo du live, les tirs de balles de mitrailleuses notamment, immenses, avec d'immenses pertes représentées, l'utilisation de toutes ces armes, les hommes qui doivent se cacher, se lever, faire exploser des barbelés, se recacher pour passer, etc. À votre avis, est-ce qu'on est sur du vrai ou est-ce qu'on est sur du faux? Totalement, l'intensité du combat est très très bien retranscrite, hein, dans le film, mais notamment avec un travail du son. Il faut savoir que dans Il faut sauver le soldat Ryan, Steven Spielberg a vraiment poussé le délire du réalisme très loin, puisqu'il est même allé jusque à faire tirer de réelles armes de l'époque, qui étaient utilisées à l'époque, donc de réels fusils utilisés à l'époque, qu'on verra un peu plus tard dans le quiz et dans le live. Voilà, à blanc, pour avoir le vrai son des armes et de les faire tirer à la réelle fréquence de tir qu'elles pouvaient assumer dans la vraie vie. Donc vous imaginez le degré de réalisme qui est réalisé dans l'intensité des combats et qui donne lieu à la vision par le téléspectateur de scènes absolument géniales, hein, dans ce film que je vous conseille vivement de regarder. L'intensité du combat, elle est aussi soulignée donc par les morts. On a fait le nombre de pertes tout à l'heure avec plus de 11 000 hommes morts durant ces tentatives de prise des 5 plages de Normandie, et avec pas moins de 200 000 blessés côté allié, donc du côté américain, français, anglais, canadien. Là, dans cette mission, pour tenter de sauver le soldat Ryan, d'où le titre du film, il y a eu bien sûr d'autres combats quand les hommes du capitaine Miller, donc la petite troupe de 8 soldats du capitaine Miller, va tenter d'aller sauver le soldat Ryan en avançant dans ce qu'on appelle le bocage normand, dont je parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la campagne normande, et également dans certaines petites villes. Et là, donc du coup, je vais vous passer un petit extrait du film juste ici, pour vous montrer l'intensité du combat, qu'elle n'était pas que sur la plage, mais qu'elle était aussi bien évidemment dans les terres, pour essayer de repousser les Allemands et tenter d'éliminer les vagues de la Wehrmacht, donc de l'armée régulière allemande, qui essayaient de venir soutenir les soldats allemands en fâcheuse position lors du débarquement allié. Donc je vous passe ça les amis,
ma miséricorde et ma forteresse, mon danger, mon libérateur. Mon bouclier, celui à qui je donne ma foi. Dieu. Voilà pour ce petit extrait, les amis, donc de cette scène qui vous montre l'intensité du combat hors plage de débarquement de Normandie, donc dans une petite ville là. Eh bien, est-ce que l'armement qui est utilisé dans Il faut sauver le soldat Ryan, alors au général, je parle de tout l'armement, toute nation confondue, c'est-à-dire soldats américains, soldats allemands, soldats britanniques qu'on voit un petit peu à l'écran, absolument tous les soldats, est-ce qu'à votre avis, l'armement en général et celui qui pouvait être utilisé pendant le débarquement de Normandie et même pendant cette grande bataille de Normandie, on appelle ça la bataille de Normandie, tous ces combats qui ont eu lieu donc à partir de ce 6 juin 1944 pour tenter de repousser les Allemands. À votre avis les amis, est-ce qu'on est sur du vrai ou du faux pour tout ce qui concerne l'armement ? Bon, alors c'est vrai qu'on pouvait s'en douter, évidemment, l'armement utilisé dans Il faut sauver le soldat Ryan est de l'armement complètement respecté d'un point de vue historique, bien évidemment. Ça aurait été bête de pousser jusqu'au bruit des armes sans les utiliser réellement. Effectivement, vous allez me dire peut-être ça. On va faire un petit zoom sur les armes. Ici, waouh, vous avez vu la qualité des slides les amis. Donc voilà les armes principales utilisées dans le film qui sont donc la Thompson A1M1 là-haut, le fusil M1 Garand ici, le Browning Bar M1918 et puis la carabine USM1 qui sont donc les 4 armes principales en termes du côté américain bien évidemment utilisées dans le film et qu'on voit à l'écran. Voilà donc les Thompson A1M1 ce sont les fusils de base utilisés par les forces américaines sur le terrain et d'ailleurs dans l'extrait qu'on a vu juste avant dans la ville le capitaine Miller donc Tom Hanks utilisait l'un de ses fusils pour tirer sur les Allemands, juste ici, qui est le fusil de base de tout soldat, des fusils M1 Garand, qui sont alors encore une arme encore plus standard finalement que la Thompson A1M1. En fait, ces deux fusils là qui sont en haut à droite et à gauche de l'écran sont vraiment les deux qui ont été les plus utilisés par l'armée américaine et qui sont les grands classiques de l'armement chez les débarqués américains sur cette plage d'Omaha Beach et puis même sur les plages en général, sur l'armée américaine à l'époque, donc dans ce contexte de fin de Seconde Guerre mondiale. Et puis vous avez aussi donc le Browning Bar M1918 qui est là dans sa deuxième version parce que donc il a deux versions très connues, notamment la version A1 et la version A2. Et donc là on est sur la version A2 pour celui qui est présent dans le film, qui est beaucoup plus développé que la version A1 qui a été développée et utilisée jusqu'en 1940. Et après on passe sur la version A2 à partir de 1940 parce que beaucoup plus de résultats. Et donc là on est sur un fusil de longue portée, voire fusil sniper. C'est celui qu'utilise notre camarade le sniper dans le clocher. Puis vous avez bien évidemment les carabines aussi USM1 là qui est présente en bas à droite ici, qui sont des armes qui ont été utilisées, qu'on voit également dans le film, qui se rapprochent d'un point de vue esthétique, je vous l'accorde, des Thompson A1M1 qui sont les armes les plus classiques, les plus répandues dans l'armement américain. Elles ont été protégées dans les bâches plastiques pour l'arrivée notamment des soldats pour pas qu'elles ne trempent dans l'eau et pas pour qu'elles soient exposées non plus à la poussière et à l'éventuel enrayement de celle-ci pour pouvoir s'en servir directement. Donc protégées dans des sacs plastiques jusqu'au débarquement et puis après bien évidemment utilisées normalement. Et donc on va passer à cette slide là et donc là vous voyez donc notre ami ici à droite, le sniper qu'on a vu tout à l'heure qui utilise la Browning Bar M1918 donc A2, j'ai obligé de mettre A2 parce que c'est le modèle A2, mais effectivement donc en termes de fusil de sniper ici, mais donc ça c'était pour les armes américaines et on peut voir également que les armes allemandes ont été très bien restituées
également, puisque là, donc du coup, je n'ai pas trouvé d'image du film ici pour le Flak 38 2 cm ici, qui est donc là une réelle image, une vraie image d'archive. Donc ça, le FLAC tout simplement, c'est un acronyme FLAC pour dire ici donc Flug Abwehr canonné. Et donc en fait ça veut dire canon anti-aérien ici, qui a été utilisé par les forces allemandes et qu'on voit dans le film. Donc là j'ai pas retrouvé d'image du film qui le montre, mais donc ici une image réelle, mais ils sont bien présents dans le film. Donc le Flak 38, voilà, qui va être aussi amélioré par rapport au Flak qui était présent avant. Il me semble le Flak 36, et puis il va y avoir même le Flak 40 après, donc dans ces affrontements présents ici donc pendant cette fin de Seconde Guerre mondiale. Et puis alors là, bien évidemment, celle qu'on a vue tout à l'heure dans le bunker sur le tout premier extrait que je vous ai diffusé sur ce live, les amis, la mitrailleuse MG42, qui est la mitrailleuse allemande de référence, bien évidemment la plus utilisée pour notamment les tirs en enfilade, qui sont bien protégés souvent dans les petits bunkers et positions défensives allemandes, et qui sont très utilisés. Alors là, vous voyez derrière des sacs de sable. Donc voilà, donc vous voyez pour le réalisme des armes, il est absolument génial. Enfin, il y a vraiment un réalisme poussé, puisque toutes les armes qui sont présentes dans le film sont des armes qui ont réellement servi, et bien tout simplement durant cette grande bataille de Normandie, et aussi bien du côté allemand que du côté américain. Et ça, c'est très important à souligner, parce que très souvent, quand on fait des œuvres comme ça, où on essaie de restituer un certain patrimoine historique ou un certain bagage historique, eh bien, très souvent, c'est très orienté. C'est fait du côté où la production, et par exemple là, on est sur un film américain, eh bien, on aurait pu avoir une restitution parfaite du côté américain, mais très approximative du côté allemand. Et là, ce n'est absolument pas du tout le cas. On a une représentation du côté américain et du côté allemand qui est très bonne, voire excellente. Alors à quelques petites choses près, on reviendra sur les détails tout à l'heure, les amis, bien évidemment, mais dans sa globalité, c'est un boulot juste monstrueux qui a été abattu par le réalisateur du film, qui est Steven Spielberg, et par les équipes du film. Alors on a parlé des armes, mais on n'a pas parlé de l'équipement, c'est-à-dire bien de la tunique des Américains, alors surtout des Américains. Ici, l'équipement américain, à votre avis, est-ce que d'un point de vue historique, il est juste ou pas du tout, les amis? Ou est-ce que on s'est dit, pour les armes, on va faire au maximum, par contre pour l'accoutrement, bon, on va faire approximatif, on sait qu'on était à peu près dans ces tons-là, à peu près avec ce casque-là. Est-ce qu'on va être pas mal? On va essayer de faire quelque chose ok ou moyen. On est sur du quasi 100% vrai. Et là, je vous ai mis une version détaillée de l'armement américain. Donc, pendant ces attaques-là, et puis cette bataille de Normandie, donc, avec tout de détaillé. Alors, ces planches d'illustration, elles sont juste superbes, et elles viennent en fait de certains livres qu'on appelle, qui sont de la maison Osprey Books, Osprey. En fait, ce sont des historiens qui collaborent avec des artistes dessinateurs notamment, et donc qui restituent sur des planches illustrées pour toutes les périodes historiques, et pour carrément des choses très précises. Par exemple, les soldats américains du débarquement, par exemple, disons, ou les forces lituaniennes du XIVe siècle, disons. Voilà, des choses très précises, et ils vous font des planches absolument superbes qui permettent de vous référencer pour avoir la tenue exacte, mais vraiment la tenue exacte des hommes de l'époque en question. Donc vous pouvez choisir votre époque, vous pouvez choisir la civilisation, la nation de ces lits. Je crois qu'aujourd'hui il y a, et si je ne me trompe pas, 280 exemplaires différents qui sont sortis. Donc vous imaginez le nombre de périodes et d'unités que ça couvre, mais c'est absolument génial de pouvoir réaliser ça. Moi j'en ai plusieurs, j'en ai quelques-uns, vous voyez, ils se présentent comme ça. Et donc voilà, vous voyez par exemple, alors là on est sur le Moyen-Âge pour celui-là, mais on est sur les chevaliers templiers de 1120 à 1312. Et vous voyez donc Osprey Book, vous le voyez là-haut, Warrior, donc pour le combat. Et vous avez donc des planches ici
magnifiques. Alors je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais des planches magnifiques d'illustration qui vous montrent comment étaient à partir des fouilles archéologiques ou à partir des données donc éventuelles d'un point de vue source écrite que nous avons sur la période qui permettent d'informer celui qui lit le livre de la tenue exacte des soldats. Et ça, je trouve ça juste génial de pouvoir avoir ça. C'est top. Donc ce travail réalisé par de nombreux historiens et des dessinateurs pour restituer ces versions réelles, donc d'un point de vue historique, des soldats, et ça aide énormément les gens qui s'adonnent à la reconstitution historique, les amis, les associations, des professionnels aussi, qui adorent faire de la reconstitution historique. Alors qu'est-ce que c'est la reconstitution historique? C'est tout simplement le fait de reconstituer, alors d'un point de vue d'un camp, d'un point de vue d'un lieu, d'un point de vue d'un soldat, ce qui se faisait historiquement pour le montrer au grand public, donc c'est-à-dire se costumer complètement, alors pas se déguiser, attention, il y a une différence entre se déguiser et se costumer donc vraiment en homme de l'époque ou femme de l'époque que vous voulez incarner. On voit justement que les Rangers, ils sont très correctement équipés, que ce soit pour le gilet d'assaut, les insignes sur les casques, alors sur les casques de type M1. Alors là, on le voit pas, mais au dos du casque, vous avez une bande soit à l'horizontale, soit à la verticale, en fonction du grade du soldat d'infanterie. Donc c'est-à-dire si c'est un caporal, il a telle marque, si c'est un sergent, il a telle marque, si c'est un sous-officier, il a telle marque, etc. Et ça, c'est respecté dans le film. Donc c'est absolument génial. Je trouve ça trop cool de pouvoir le voir. Vous verrez, il y a énormément de points de vue de caméra, donc de prise extérieur, intérieur, externe, derrière, devant les soldats. Vous voyez tout l'équipement complet et qui reproduit un petit bijou, une petite merveille, les amis. Donc voilà, le casque M1 avec les barres, le matériel bien spécifique au débarquement, notamment le brassard anti-gaz. Alors en fait, ils avaient un brassard, ceux qui débarquaient. Ça paraît fou parce que on se dit que à l'époque c'est complètement fou d'avoir ça, mais effectivement il y en avait qui a un brassard. Alors là ils le mettent pas sur cette description, mais il y en avait qui avaient des brassards et on le voit lors du débarquement. En fait, ce sont des brassards qui, au contact du gaz, changent de couleur. Donc vous pouvez savoir si l'ennemi a lâché du gaz contre vous. On pourrait se dire ça c'est une technologie hyper avancée. En 44 il avait déjà un brassard qui change de couleur en fonction du gaz qui peut être lancé en face de vous. Je trouve ça génial comme innovation technologique, même si elle est minime, mais il y avait déjà ça, donc c'est très cool de pouvoir voir ça. Voilà, vous avez donc ce brassard anti-gaz, les masques à gaz, et donc éventuellement qui sont liés et qui sont accrochés à la ceinture très souvent du soldat, ici donc du Rangers, et puis également des bouées. Et oui, parce que quand les soldats avaient tout leur barda, tout leur équipement, et qu'ils descendaient, comme on l'a vu tout à l'heure, des barges de débarquement, il leur fallait des bouées éventuellement s'ils tombaient à l'eau. Donc, bien évidemment, ils ont cette bouée présente sur eux. Donc là, vous avez tout le descriptif avec le sac de type M, donc 19-28, présent ici, très précis. La M1 Garand, le fusil qu'on a vu tout à l'heure dans l'armement, la chemise moutarde, que moi-même j'ai revêti ce soir. Voilà, les bretelles M36, les bretelles du sac, le ceinturon, le casque bien évidemment, le drapeau d'invasion, le drapeau de la nation que vous représentez, le field jacket, le Colt présent, donc l'autre arme présente ici en front du soldat, la bandoulière, la gourde, plus le quart dans leur housse bien évidemment, le pantalon moutarde, les guêtres ici et les brodequins bien évidemment qui viennent sur la chaussure. Et on va passer sans plus attendre sur les forces allemandes. Les forces allemandes sont-elles aussi bien d'un point de vue équipement et d'un point de vue armement, sont-elles aussi bien restituées que les forces américaines? C'est vrai et faux. Et ouais, là c'était un petit piège. Pourquoi ? Je vais vous mettre juste ici une représentation des forces allemandes, image d'archives à droite. Donc à gauche, image du film, à droite, image d'archives juste présente ici. Alors vous voyez qu'il y a quand même quelques changements. Alors,
Premièrement, vous voyez que bon, la tenue, elle est quand même très 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 ressemblante, bien évidemment, mais il y a quand même quelques légères erreurs sur les forces allemandes, notamment pas forcément que dans la tenue, mais dans ce qu'on dit dans le film. Il y a l'apparition d'une division de l'armée allemande qui existe réellement, qui s'appelle Das Reich, le Reich en allemand, et, qui est présente dans le film et qui en fait d'un point de vue historique n'était pas du tout présente sur le moment ici, à ce moment-là, au moment du débarquement et en Normandie, elle était déployée ailleurs. Donc voilà, hein, c'est pour vraiment faire une petite erreur, c'est pour ça que j'ai mis vrai et faux, parce que globalement on est dans le vrai, mais quelques petites coquilles qui ont été faites par l'équipe du film, l'équipe de réalisation du film, de ce point de vue-là. Et puis certains noms des Kampfgruppen, en fait tout simplement des groupes d'assaut allemands sont donnés dans le film, et en fait ces noms-là n'existaient pas. Donc en fait certains noms de groupes allemands n'existaient pas du tout, qui sont donnés dans le film. Mais là encore on est dans une approximation, dans quelques petites erreurs très légères. Voilà, c'est parce que là on veut, et bien sûr la chaîne Histoire and Pop, être le plus proche de l'histoire possible, les amis, pour vous conter ça, pour vous conter ces faits. Et c'est pour ça que je vais dans les petits détails, mais globalement on est très juste quand même, hein. On a quand même quelques approximations, et la dernière, elle est assez importante à souligner parce que elle se voit à l'écran notamment, et regardez, c'est juste ici que ça se passe, et bien une différence de coupe de cheveux. Alors déjà vous voyez aussi la différence d'âge entre les soldats. Aussi là vous voyez des soldats très très jeunes, hein, enrôlés dans l'armée allemande. Ici bien évidemment il y en avait partout, hein, des côtés des forces de l'Axe, mais aussi des côtés des forces alliées aussi. Mais vous voyez il y a une différence de coupe de cheveux. Dans le film, les Allemands ici notamment, eh bien, ont une coupe rasée, que ce soit sur les tempes ou eh bien, ici sur le crâne en hauteur. Alors que dans la réalité, bah, vous voyez, les tempes sont dégagées, mais ici, on peut avoir une coupe un petit peu hirsute avec des cheveux beaucoup plus longs. Et c'est vraiment ça, la réalité. Alors que, eh bien là, on est sur une coupe beaucoup plus moderne, qui vient beaucoup plus des armées modernes. Donc, petite coquille qui est mise ici en avant, et vous le voyez, c'est pour quasi tous les soldats allemands, hein, de la Wehrmacht, alors qu'en fait, en réalité, ce n'était pas du tout, employé. Au contraire, justement, la coupe à la mode, en tout cas, et notamment dans ces années 40 là, est utilisée par les soldats allemands, c'est dégagé sur les tempes, mais au-dessus, cheveux libres en bataille, un petit peu hirsutes, voilà, et pas du tout une coupe rasée comme ça qui viendra alors plus tard déjà dans la mode, et qui était plutôt réservée aux prisonniers de guerre, et également dans certains cas pour limiter la propagation de poux, notamment pour une question d'hygiène en fait dans les casques, etc. Les chars, les tanks utilisés ici, eh bien donc dans le film Il faut sauver le soldat Ryan. Est-ce que eh bien les chars, donc c'est-à-dire les tanks utilisés eh bien dans le film Il faut sauver le soldat Ryan, sont-ils réalistes ou non? On est sur du vrai. Et oui, alors là, le char, il y a une petite spécificité par contre, c'est que plusieurs chars sont utilisés à l'écran. On en voit trois types différents dans la totalité du film. On voit des chars Marder, des chars Stug et des chars très connus qui sont les Tigres, qui sont des chars les plus connus dans l'armée allemande, hein, bien évidemment, et qui est le même en fait, qui est celui-ci qui est représenté ici à l'écran, le Tigre qui est présent là. Alors, pour ce qui est des Marder et des Stug, ils ont été réellement utilisés à cette période-là, dans ces affrontements-là entre Américains et Allemands, durant cette grande bataille de Normandie. Par contre, pour ce qui est du Tigre, non. Parce que, en fait, eh bien, à cette période-là, exactement, alors, ça se compte en termes de mois, donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis vrai, ça se compte en termes de mois, mais si on veut vraiment aller dans le détail très poussé de l'histoire, ça se compte en termes de mois, mais les Tigres n'étaient pas présents ici sur le champ de bataille contre les Allemands aussitôt en juin 44. Non, ils n'étaient pas là, ils étaient déployés également autre part, notamment sur le front de l'Ouest, mais aussi sur le front de l'Est, voilà. Et en plus de ça, là, le Tigre qui est à l'écran n'est pas un 100% vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, on trouvait
des chars allemands Tigre de cette époque-là en état de fonctionnement, donc qui peuvent rouler, c'est absolument, c'est un calvaire pas possible. Donc là, eh bien, souvent ce qui est fait dans les films, c'est qu'on utilise d'autres chars complets qu'on maquille en chars allemands, qu'on maquille en chars américains, qu'on maquille en chars français, par exemple. Là, pas du tout. On est encore dans un énorme effort de réalisme de la part des équipes du film. Et là, en fait, ce qui a été fait, c'est qu'on a pris le cockpit, la base d'un char Tigre, qu'on a monté, en fait, tout simplement sur les chenilles et le châssis d'un char russe. Donc voilà, pour qu'il puisse être en état de marche. Donc là, on a essayé de faire vraiment au plus proche de la réalité. Donc c'est vraiment super sympa de voir ça dans le film. C'est vraiment très très cool. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on voit en fin de film, mais je ne spoilerai pas à quel moment, on voit aussi un sidecar, une moto avec un sidecar des SS allemands, et sur lequel s'adosse le capitaine Miller, donc joué par Tom Hanks, encore une fois. Et pareil, là on n'est pas sur un modèle allemand, on est sur un modèle russe aussi, Moscou, je ne sais plus combien exactement, mais on n'est pas du tout sur un modèle allemand. Voilà, bon, il y a quelques coquilles bien évidemment, mais globalement l'armement, l'équipement, les infrastructures et tout ce qui est utilisé en termes de décor, on est dans un réalisme assez fou, hein. Franchement, c'est génial. Franchement, au global, le film est un petit bonheur en barre d'un point de vue historique, les amis. Je vous le dis maintenant, hyper appréciable pour le téléspectateur, et qu'en plus on puisse se dire, ah ouais, bah ce que je vois à l'écran, c'est quasiment 100% vrai. Tout ce que je vois là, je suis complètement immergé dans ce mois de juin 44, avec tous les équipements, tout l'armement, vraiment très 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 fidèle. Et ça, c'est un bonheur absolu, les amis. Et je vais vous passer 2 extraits du rapport à l'ennemi entre Allemands et Américains, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le rapport à l'ennemi, les amis, donc c'est-à-dire comment réagissent les soldats américains par rapport aux soldats allemands, à votre avis, il est vrai, ou alors il est surinterprété, ou alors il est amenuisé, il est minimisé plutôt, pardon. On n'en fait pas assez, ou on en fait trop. À votre avis, est-ce que leurs réactions sont normales? Je vous laisse en juger par vous-même. Ich will mich ergeben! Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Not yet. First, make a mark and cover Wade's body for grave detail. Same thing for those paratroopers down there. Strip that stuff off and check them for intelligence. Ask this piece of shit if he's the one who shot Wade. Ask him! Doesn't matter. Yeah, it does matter. Was du Maschinengewehr? Nein, ich hab nachgeladen, ich hab nicht geschossen. Hä? Ich hab nicht... Shut up with that filthy pig lad. Jackson, you're hit. Ich hab nicht geschossen, ich hab das... Sprichst Deutsch. Wie heißt du? Guess you just skin the arm, sir. Get it clean and dressed. You and Sarge watch the perimeter. Bitte tötet mich nicht. Bitte tötet mich nicht, ich will mich ergeben. Please don't shoot. He I don't wants care to what he says, Elvin. Sir, you're gonna let them kill him? This is not right. You can help him with the bodies. Alors vous vous revoyez avec l'armement magnifique, avec tous les patchs qui sont bien mis, très bien respectés, hein, pour les Rangers. Tous les équipements pour des badges, etc. sont très respectés, hein, d'un point de vue historique. Et donc ce qui vient de se passer, en fait, c'est que vous avez vu, il y a un radar, une position radar là derrière, avec cette infrastructure présente ici, que défendaient certains Allemands, parce qu'il est sur le passage pour se rendre à une petite ville, donc où doivent aller les soldats américains pour tenter de retrouver le soldat Ryan, donc dans leur poursuite de leur mission pour trouver le soldat Ryan. Et donc du coup ils tombent sur des Allemands qu'ils arrivent à battre, qui tenaient une position de mitrailleuse sur laquelle ils ont fait adosser vous voyez le soldat allemand. Ils veulent le tuer, les premiers, et Tom Hanks s'avance, le capitaine Miller, et dit « Not yet, pas maintenant, on ne le tue pas », pour tenter d'en savoir plus justement s'il y a donc des soldats allemands dans le coin, sur cette position, non loin de cette position, savoir si des renforts ont été appelés, savoir où on est exactement. Le jeune qui est ici,
et a été pris dans la mission parce qu'il est interprète. Il parle allemand, comme vous avez pu le voir peut-être, et donc là qui est ici implore le fait qu'on relâche cet ennemi. Donc là vous avez une première vision du rapport à l'ennemi entre Américains et Allemands pendant cette opération. Donc et cette opération menée par l'escouade du capitaine Miller dans le film Il faut sauver le soldat Ryan. Et je vais vous mettre le deuxième extrait qui suit juste cette scène. I say, can you see? I say, can you see? I say. Fuck Hitler. Fuck Hitler! Es tut mir leid um den Mann, den ihr verloren habt. Den Sanitäter, es ist halt Krieg, nicht? Nicht? Sir, he says he's sorry about Wade. He says he's sorry about Wade, sir. Captain, this isn't right. You know this. He's a prisoner. He surrendered. He surrendered, sir. Tell him to march 1,000 paces in that direction. Then he can take off the blindfold, we'll be gone. If he turns himself into the first Allied patrol he comes across. You gotta be kidding me. We'll let him go? Les soldats, eh bien, désemparés, le sortent de son trou et prennent la décision, sous les ordres du capitaine Miller, qui est joué donc par Tom Hanks ici, de lui bander les yeux et de lui faire 1000 pas dans une direction pour qu'il parte. Et une fois qu'il aura enlevé ce bandeau, enfin une fois qu'il aura fait ces 1000 pas, il pourra enlever le bandeau et partir librement. C'est la décision qui est prise sous l'influence de ce jeune de ce jeune traducteur qui va pousser à faire ça, alors que les autres membres de l'escouade ne sont absolument pas d'accord de laisser repartir l'ennemi. Mais donc c'est la décision qui va être prise et qui va avoir de graves conséquences dans la suite du film. Alors je ne vous spoil pas quoi, mais qui va avoir de graves conséquences, les amis. Et donc à votre avis, est-ce que ça c'est réaliste d'un point de vue historique? À votre avis, est-ce que lorsque vous avez un prisonnier qui ne vous a rien fourni à part avoir creusé la tombe pour l'un de vos amis, de vos soldats, est-ce que c'est réaliste de refaire partir un prisonnier de guerre comme ça sur une position où on n'a pas énormément d'informations et en plus de faire repartir un ennemi qui nous a tué un membre de notre escouade? À votre avis, est-ce que ça a réellement pu être fait ou pas du tout? Bah, effectivement, c'est faux, vous vous en doutez les amis, hein, bien évidemment. Alors le rapport à l'ennemi, c'est très difficile, hein. C'est très, très difficile d'en parler. Pourquoi? Parce que bien évidemment en fonction du caractère de chacun, en fonction du commandant que vous possédez dans votre escouade ou dans votre compagnie, du capitaine bien évidemment, mais du reste de l'état-major, des instructions qui vous sont données. Si on est touché et on implore lorsqu'il y a un implore de pardon, on décide de faire charité et de ne pas tuer l'ennemi, c'est très compliqué à jauger, hein, selon les témoignages qui ont pu être faits, selon les historiens qui traitent de cette période. Justement, le rapport à l'ennemi est très, très tendu, bien évidemment, alors comme dans toute guerre, hein, voilà. Mais vous voyez, vous avez très certainement entendu parler en cours, par exemple, de Noël 1916, où les Anglais et les Allemands, dans les tranchées, où Français et Allemands ont joué au foot. Voilà, par exemple, pour ce contact-là. Voilà, là, pour ce qui est de la libération, comme ça, en plus, avec les atrocités qu'ont commis le Troisième Reich, donc libération des camps, sans compter ici la reprise de la Normandie et la reprise du front de l'Ouest, hein, de la brisure du mur de l'Atlantique, et puis les Russes qui arrivent du côté Est. Là, on n'est pas du tout sur un mood qui est le même, et le but c'est vraiment de faire payer à l'ennemi, hein, de faire payer le tribut de la guerre, hein, comme on peut le dire dans le jargon militaire. Donc là vraiment, alors bien évidemment, ce n'est pas les soldats sont tous froids et pas d'état d'âme, mais c'est très dur encore une fois à juger encore sur une scène là, en plus à tel moment, etc. On ne peut absolument pas, en fait, on peut pas dire si c'est vrai ou faux pour cette situation là, mais globalement le rapport à l'ennemi là qui est mis en avant est un rapport est une opération un petit peu stupide, dans le sens où là
vous laissez partir un soldat, pardon, étranger en face qui vous a tué des hommes, qui ne vous a pas renseigné, qui a juste imploré pardon et vous le laissez partir comme ça, complètement valide, sans même une balle dans la jambe ou quoi que ce soit. Vers ses rangs, il est potentiellement, il peut alerter les lignes ennemies qui se situent pas loin ou les troupes ennemies pas loin s'il sait où elles sont. Et justement, souvent, quand vous tenez une position, vous savez où sont disposées vos forces. Donc, potentiellement, vous avez une idée d'où sont les forces alliées qui peuvent venir en retour aider. Et en plus de ça, voilà, s'il rameute des gens sur votre position, il sait vers où vous allez, il sait vers où vous dirigez, ça peut être très très dangereux. Et vous le verrez dans le film, malheureusement, il y a des conséquences à cela. Mais voilà, le but était vraiment de prendre les positions à l'ennemi et de ne pas faire d'état d'âme au vu de ce que le Troisième Reich a infligé, notamment aux forces alliées. Et puis de toute façon, dans une guerre avec toutes les atrocités qui sont faites, ce n'est pas propre qu'à la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment. Voilà, il y a un rapport à l'ennemi qui est particulier. Mais là, donc, pour l'intérêt de la scène et pour l'intérêt du film, d'un point de vue cinématographique, c'est très intéressant d'avoir fait cette proposition-là de la part de l'équipe du film. Après, par contre, d'un point de vue historique et rapport à l'ennemi tout court, dans n'importe quelle armée, je ne pense pas que ce soit très réaliste d'un point de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu étudier avec les différents historiens, de ce que j'ai pu préparer, bien évidemment, en amont sur ce live. À un moment du film, à plusieurs moments du film même, notamment quand ils arrivent dans la ville où le clocher se fait détruire, là, les amis, vous avez donc le capitaine Miller qui crie aux hommes qui sont en face pour leur indiquer la position de soldats américains. Flash Thunder, qui signifie éclair tonnerre en français. Et à votre avis, est-ce que ça, c'est quelque chose de vrai? C'est vraiment un signal qui était effectué par les soldats américains? Ou alors c'est quelque chose qui est complètement romancé, complètement faux, qui a été placé dans le film pour une romance plus sympa du film? Le signal, celui-ci, en plus, Flash Thunder, est complètement réel et il a vraiment été donné par les soldats américains. Alors, justement, pour se reconnaître entre troupes. Alors, certains historiens précisent que c'est vraiment un signal qui a été donné uniquement au moment du débarquement, vraiment sur les plages et tout, pour reconnaître soldats américains justement dans la fumée, dans les flammes, dans les amas de poussière, etc. et sur certaines positions, mais vraiment au tout début, donc le jour du débarquement, le D-Day, le 6 juin, mais également sur les 2-3 jours après, et qu'après les noms de code sont changés afin que les Allemands tout simplement ne reconnaissent pas le nom de code et répondent à la place des Américains. Flash Thunder aussi, la grenade collante. Et oui, dans le film, comme vous pouvez le voir à gauche avec cette image du film, plusieurs soldats, donc Rangers américains ici, collent des grenades artisanales collantes sur les chenilles des chars pour les faire sauter afin que les chars ne puissent plus continuer leur progression, ne puissent plus avancer. Alors ils le font avec des chaussettes et notamment alors si je ne me trompe pas dans le film, ils le font avec un enduit ou avec de l'essence qui font coller en partie adhésive donc sur les chenilles des chars, qui font donc sauter les chenilles directement. Alors à votre avis, les amis, est-ce que la grenade collante, c'est vraiment quelque chose qui a été utilisé durant la Seconde Guerre mondiale et puis donc pour faire sauter les chars, la mine anti-char comme ça en collante, est-ce qu'à votre avis ça marchait? Est-ce que c'est quelque chose qui a été utilisé ou absolument pas du tout? Et totalement vrai. Alors la mine collante, la grenade collante exactement, était utilisée exactement, mais elle ne ressemblait pas du tout à ce qui est fait dans le film et surtout on ne la faisait pas artisanale, on en avait déjà préfabriqué, parce que de manière artisanale, ça me paraît très compliqué de pouvoir les faire et de trouver un enduit collant, surtout sur un champ de bataille, comme ça, à avoir sous la main, c'est très compliqué. Donc eux, ils le font avec leurs chaussettes, exactement, ils le collent sur les chenilles des chars. Alors non, hein, les vraies grenades collantes, voilà, donc j'ai mis vrai et faux, parce que il y a une part de vrai, les vraies grenades collantes ont réellement existé, mais elles ne se faisaient pas du tout comme ça d'un point de vue historique. Voilà à quoi ressemblaient réellement des vraies grenades collantes qui ont été notamment déployées et réalisées par l'armée britannique. Donc là vous avez une grenade à main anti-char collante
numéro 74, qui est réalisé ici. Donc là, à gauche, celle que vous avez dans le film, qu'on voit pas très bien là, mais faite avec une chaussette, vraiment de manière artisanale complète. Et à droite, des mines collantes réellement réalisées. Et c'était une organisation britannique spécialisée dans la recherche et le développement d'armes pendant la Seconde Guerre mondiale qui les réalisait, ces grenades collantes, et qui était, donc cette organisation a été connue sous le nom de Churchill, donc à l'époque dirigeant anglais, Churchill Toys Store en fait. Et donc ça, c'était l'organisation qui créait ces grenades collantes, donc entreprise de jouets apparemment en termes de nom, voilà, magasin de jouets, mais en fait non, pas du tout, hein, qui proposait plutôt des armes militaires, hein, bien évidemment. Et en fait, on a commencé à créer ces grenades collantes notamment à partir du début des années 40, sous cette forme-là, hein, bien évidemment, pour lutter contre les chars, parce qu'on avait une pénurie à cette époque-là, à cette période-là, d'armes anti-chars. On n'en avait pas vraiment qui étaient très performantes. Et donc là, ces grenades collantes, elles permettent de faire sauter les chenilles des chars, et donc du coup, les chars ne peuvent plus avancer. Et ça, c'est vraiment très fort pour limiter l'avancée de ces énormes engins qui font énormément de dégâts, que ce soit par leur canon, même en écrasant certaines positions, et qui sont blindés, très difficiles à aller attaquer, tirer directement à l'intérieur. Ici, vous voyez de la fente là pour tuer le conducteur du char. Alors il faut savoir que non, hein, ça c'est pas possible pour de vrai, parce qu'il y avait un renforcement blindé complet dans le char afin qu'on ne puisse pas passer à l'intérieur, surtout dans les types de chars utilisés par les Allemands, que ce soit les Tigres, les Stug, bien évidemment. Donc ça se faisait pas, sinon c'est bien évidemment trop facile. Par contre, les mines collantes étaient bien mises dans les chenilles, et si vous arriviez à ouvrir le cockpit et à lancer une grenade à l'intérieur du char, ça c'était très fort. Mais normalement, cockpit qui ne peut s'ouvrir que de l'intérieur, hein, globalement, et pas de l'extérieur, sinon également trop facile. Puis il faut monter sur le char sans se faire tirer dessus à côté, parce que les chars sont toujours comme la cavalerie. Quand vous avez un cavalier dans une armée, que ce soit médiévale, antique ou même moderne, toujours les cavaliers sont accompagnés d'infanterie de pied-taille au sol, en armure ou pas, qui défendent ces flancs de cavalerie qu'il faut préserver, qui sont le point d'orgue de votre armée. Et donc là, justement, il y avait de la pied-taille à côté des chars, souvent, qui étaient là pour défendre. D'ailleurs, c'est très bien représenté dans le film Il faut sauver le soldat Ryan. Comment elles sont conceptualisées, ces mines collantes, ces grenades collantes? En fait, c'est tout simplement une boule, là, comme vous pouvez voir, ou un ballon en verre, ici, avec une poignée en bakélite, c'est-à-dire une poignée plastique en fait, hein, tout simplement, voilà. Et le flacon de verre, il était recouvert par le dessus d'une enveloppe, d'une coque métallique, là, que vous voyez, spéciale ici. Et cette coque, elle protégeait la grenade pendant le transport, et elle devait être retirée avant l'utilisation. Donc en fait, cette coque, vous la voyez, elle protège donc la grenade quand vous la déplacez, et par contre, vous enlevez cette coque quand vous collez la grenade directement sur le char. Cette boule en verre, elle était entièrement recouverte d'une matière adhésive, vous voyez ici, qu'on voit bien là, cette matière adhésive qui ressemble à du papier bulle d'ailleurs là sur la photo. Et cette matière adhésive, elle était très similaire à la colle à oiseaux. C'est-à-dire que vous mettez de la colle sur des branches, et en fait les oiseaux se posent, donc une certaine forme de glu en fait, les oiseaux se posent sur la branche, et malheureusement les pauvres, c'est horrible, ils ne peuvent plus s'envoler, et donc du coup les chasseurs ont juste à venir chercher l'oiseau ou à le tuer une fois qu'ils ont vu que l'oiseau était pris, englué sur ces branches. Donc, il faut savoir que la charge d'explosifs à l'intérieur de ces grenades collantes, elle équivaut à pour les Anglais 1,25 livres d'explosifs à l'intérieur. C'est absolument énorme, ça fait 570 grammes je crois exactement d'explosifs par bombe. Ça fait sauter une chenille sans problème, hein. Il n'y a absolument aucun problème. Par contre, il y a un gros problème. Le film, c'est un petit peu optimisé, c'est-à-dire que dans le film, quand il pose une grenade collante, elle marche forcément, elle s'accroche, pas de problème, et elle se colle. Génial. Sauf que, dans la réalité historique des faits, c'est pas la même chose, parce que en fait, cette grenade collante, elle est très dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle peut se coller aux vêtements aussi si on fait pas attention. Donc normalement, elle est censée être potentiellement maniée même par des soldats qui ne sont pas formés à les manier, mais il faut faire très attention, parce que elles peuvent se coller aux vêtements. Et en plus de ça, il faut une surface absolument parfaite, c'est-à-dire une surface non terreuse, une surface sans poussière aussi, pour pouvoir coller la grenade, parce que sinon, elle n'adhère pas du tout
surtout aux plaques d'armure du tank, aux plaques métalliques qui sont sur le tank, ou même aux chenilles qui peuvent être pleines de terre, etc. Donc très compliqué dans l'utilisation. Alors ça marchait, bien évidemment ça marchait, mais il y a beaucoup de paramètres à respecter effectivement pour pouvoir se faire sauter à coup sûr les chenilles du char et le faire s'arrêter. Dans la toute première scène du film dont je vous parlais au tout début du live, on voit cet homme ici, donc je vais pas vous dévoiler qui il est, mais qui vient se recueillir sur une tombe du cimetière américain, ici en Normandie, un cimetière américain présent en Normandie apparemment, donc dans le film, et c'est à partir de ça qu'on a un flashback de son histoire qui nous raconte, et on revient à la fin du film sur ce personnage donc qui nous racontait son flashback et qui a fait toute l'histoire du film, donc un soldat américain qui est venu en vacances très probablement en France, en Normandie, donc pour pouvoir se recueillir sur la tombe des soldats, de ses amis tombés au combat durant ces effroyables débarquements qui ont permis quand même de sauver l'Europe, les amis, de sauver les forces alliées d'un funeste destin avec le sort qui était réservé par les forces de l'Axe. Est-ce qu'il existe réellement en France, je ne parle pas aux États-Unis, en Normandie, un réel cimetière américain dédié aux troupes débarquées, décédées durant ces durs affrontements du 6 juin 1944 et même après de toute l'opération Neptune au global, ainsi que de la grande bataille de Normandie. À votre avis, les amis, existe-t-il, oui ou non, ce cimetière américain? Il y a bien un cimetière américain qui est celui sur lequel se recueille, bien évidemment, que donc vous voyez à gauche dans la vraie vie, ici, qui n'est pas une image du film, mais à droite, image du film. Vous voyez ce soldat qui se recueille sur une tombe d'un officier américain tombé au combat. Et vous voyez donc bien évidemment des tombes pour les soldats chrétiens en croix, pour les soldats juifs ici avec l'étoile de David présente ici. Et donc, puisque bien évidemment il y a des juifs parmi les soldats américains, et notamment il y en a un dans l'escouade du capitaine Miller. Cimetière de Colville-sur-Mer qui est encore présent. Si vous êtes normand ou si vous êtes allé en vacances en Normandie, vous l'avez peut-être déjà visité, vous y êtes peut-être déjà allé, qui est absolument gigantesque, qui s'étend sur plusieurs hectares et qui comporte 9388 tombes pour être exact. Voilà, donc un cimetière qui rend hommage à tous ces hommes qui ont débarqué vaillamment dans cette première vague et dans ces secondes et plurielles vagues de débarquement sur la plage d'Omaha Beach, mais aussi sur toutes les plages, Utah bien évidemment, et je passe bien évidemment donc sur toute l'entièreté des 5 plages où effectivement les Britanniques, les Canadiens et quelques Français, une grosse centaine de Français ont débarqué, et que ce soit les troupes aéroportées ou les troupes donc navales, c'est très important de pouvoir encore faire perdurer leur mémoire et de pouvoir leur rendre hommage, les amis. Donc j'espère que ce live vous aura beaucoup plu et vous aura donné envie d'aller voir ce magnifique film qui est Il faut sauver le soldat Ryan. Là, on va se quitter sur les sources, les amis, sur cette dernière slide. Donc voilà, et je ne peux que vous convier à aller voir ce magnifique film si vous ne l'avez pas encore vu, de voir la réalité historique derrière certaines œuvres de pop culture. C'est ce à quoi s'attache la chaîne, ce à quoi moi je m'attache, Maël de la chaîne Histoire and Pop. Voilà, donc parmi des jeux vidéo, parmi des séries télévisées, parmi des films bien évidemment, et plein de choses encore. Et puis on se quitte bien évidemment sur les sources, parce que après chaque travail réalisé en lien avec l'histoire, bien évidemment, il faut montrer ses sources pour rendre à César ce qui est à César, et puis mettre en avant bien évidemment le travail des historiens et de tous ceux qui œuvrent bien évidemment à mettre en lien cette histoire sur des œuvres comme ici sur le soldat Ryan, et puis à faire évoluer bien évidemment l'histoire chaque jour. Bravo tous les jours de pousser notre magnifique matière qu'est l'histoire dans ses retranchements, d'essayer de trouver de plus en plus de sources, d'établir de plus en plus d'écrits, de vérités historiques, d'essayer de faire avancer notre science chaque jour. Grâce à vous, on en sait de plus en plus, on éduque les nouvelles générations, on arrive à parvenir à de superbes
vision de l'histoire, à réussir à créer du super contenu, que ce soit d'un point de vue cinématographique, que ce soit d'un point de vue tout au général, culture. Voilà, un grand merci à vous de faire avancer notre science qui est si belle et qui mérite d'être vivement mise en avant par n'importe quelle œuvre de pop culture. Donc pour les sources, je vous les détaille un petit peu les amis. La Seconde Guerre mondiale fait son cinéma et qui est complètement le travail qu'on fait sur la chaîne en fait, mais version livre. Voilà, donc je vais me renseigner auprès de ce cher Benoît, voilà, qui fait exactement le travail que j'essaye de faire sur la chaîne très modestement bien évidemment, voilà, et qu'il a fait donc là en reprenant tous les films qui traitent de Seconde Guerre mondiale et en les mettant en lien avec donc le cinéma. Donc très beau livre qui est disponible un peu partout. Voilà. Les batailles par les cartes que j'ai avec moi ici, que je vais vous montrer juste là, qui est ici, qui est un super livre, voilà, qui m'a beaucoup servi pour la carte du début présente dans ce live. Vous avez à l'intérieur plein de cartes, de batailles par les cartes, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Hop, je sais pas si vous allez bien voir à l'écran. Désolé pour la mise au point. Voilà, plein de batailles avec les explications, le champ de bataille. Voilà, donc n'hésitez pas. Pareil, sur du musée de l'armée qui a été faite par le musée de l'armée sur la chaîne YouTube du musée de l'armée, qui est une analyse de la scène du débarquement par un historien du musée de l'armée, du débarquement du D-Day, les amis. Voilà, donc qui m'a beaucoup aidé. Je vous invite à aller la voir aussi, qui est très bien faite. Bien sûr, le site ddayoverlord.fr, qui est le site officiel de la mémoire du débarquement de Normandie, sur lequel j'ai eu beaucoup d'informations. Et puis le site donc Top War, avec ce qui publie, donc est un site spécialisé dans l'armement et notamment l'armement de certaines périodes historiques, et qui a publié donc dernièrement sa dernière Military Review, donc une revue militaire en fait sur les armes donc du débarquement, et qui m'a permis d'avoir pas mal d'informations quant à l'armement utilisé par les soldats allemands et américains, alliés et de l'Axe, durant donc ce débarquement, et puis aussi notamment sur les grenades collantes, puisque j'étais pas forcément au point sur les grenades collantes. Effectivement, c'est assez niche, donc voilà, qui m'a permis de savoir pas mal de choses là-dessus. N'hésitez pas bien évidemment à faire un petit tour sur la chaîne pour regarder la nouvelle idée, à regarder les lives en rediffusion sur plusieurs jeux auxquels nous avons joué. Et puis n'hésitez pas à me faire part de vos retours bien évidemment aussi sur le prochain live. De toute façon, dans la DA, il y a aussi le planning sur la chaîne, dans l'onglet bio, de ce qui va se passer au courant des prochaines semaines sur la chaîne Histoire and Pop. Voilà les amis, que vous dire de plus à part un immense merci. C'était un bonheur de pouvoir liver avec vous ce soir sur un film qui me tient à cœur et qui est donc, comme vous l'avez vu, pour résumer, d'une justesse et d'une rigueur historique absolue, quasi absolue bien évidemment, avec quelques coquilles. Mais si vous voulez avoir un exemple de film qui se rapproche de la perfection d'un point de vue réalisme historique, parmi bien sûr le marché des films, le marché cinématographique actuel, n'hésitez pas à foncer voir. Il faut sauver le soldat Ryan. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie ce soir. Moi en tout cas c'était vraiment le cas. Un grand merci encore une fois à toutes et à tous. À très bientôt sur la chaîne Histoire and Pop. Un grand merci d'avoir été là et ciao.